Je m'appelle Ruben Tournier-Brouwer, je suis étudiant en biologie, en troisième année de licence en biologie et écologie à la faculté des sciences de Montpellier, adhérent donc du GNOM. Et ça fait quelques mois donc, que je travaille cette conférence qui a pour sur thème le zooplancton gélatineux, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et même la biologie marine en général. Petite précision donc tout de même, je suis qu'un étudiant de licence, je n'ai pas de grande qualification dans le domaine, donc les informations que je vais vous donner, c'est des informations issues de ressources bibliographiques, d'articles, etc. Et aussi de quelques professionnels qui ont pu m'aider à réaliser cette conférence. Donc, il est possible que les informations que je sorte, que je vous donne ce soir, soient parfois légèrement imprécises. Très bien, et bien on va pouvoir se lancer dans le cœur du sujet. Alors, non. Très bien. Donc, avant de parler de ce que c'est que le zooplancton gélatineux, une introduction générale s'impose sur qu'est-ce que c'est que le plancton au sens large. Alors là, on a une définition qui a été donnée par Hansen en 1887 et qui définit le plancton comme l'ensemble des formes animales et végétales vivant en suspension dans les eaux sans mouvement propre suffisant pour lutter efficacement contre les mouvements de ces eaux, vagues, courants, etc. Si on se réfère à l'étymologie du mot plancton, plancton vient du grec plankton qui veut dire errer. Donc en fait, cette définition de plancton peut aussi s'appliquer au domaine autre chose que le domaine marin, en l'occurrence, par exemple, le domaine terrestre avec ce qu'on appelle le plancton aérien. Et en fait, ce sont tous les organismes qui sont dépendants des masses d'air pour leur déplacement. Et donc, ça va être par exemple des petits arthropodes, ici un éphémère, ou des spores de champignons, de mousses, etc., des bactéries, des virus et du pollen. Donc, c'est un organisme qui peut avoir un mouvement propre, un éphémère qui va pouvoir battre des ailes et même se déplacer grâce à ça, mais qui va quand même être généralement plutôt dépendant des mouvements des masses d'air. Mais revenons donc au centre de cette conférence, c'est-à-dire le plancton dans le milieu aquatique. Alors au sein du plancton, pour différencier le plancton des autres organismes qu'on trouve dans le milieu marin, on fait typiquement la différence entre le plancton, qui sont donc des organismes qui ont un mouvement propre ou non, mais qui ne peuvent pas lutter efficacement contre les mouvements d'eau, et à l'inverse, le necton, qui sont les organismes qui ont un mouvement propre suffisant pour lutter contre les mouvements d'eau. Donc, par exemple, les mammifères marins, les reptiles marins, différentes espèces de poissons. Et à l'inverse, dans le plancton, plutôt du krill, des méduses ou même du phytoplancton, des organismes de très petite taille. Il existe aussi des entre-deux, comme souvent ces définitions, ce n'est pas aussi définitif. Et il y a des entre-deux avec ce qu'on appelle le nectoplancton, c'est-à-dire des organismes qui sont planctoniques, mais qui sont capables d'avoir des mouvements propres, parfois relativement importants, toujours au sein des masses d'eau, et par exemple capables de migrer entre les profondeurs et la surface. Et ça peut être des migrations de quelques mètres à centaines de mètres, voire kilomètres pour certains. Donc, le plancton, c'est un groupe qui est inféodé au milieu pélagique. Typiquement, un petit arthropode qui va être dépendant des masses d'eau dans la colonne d'eau, donc dans le pélagos. Ça va être un organisme planctonique, car dans le milieu pélagique, à l'inverse, même petit arthropode, on le retrouve inféodé au milieu du fond marin, donc le milieu benthique. On va parler d'un organisme apparenté à la faune benthique, avec ici quelques exemples de crustacés, de mollusques, etc. Donc c'est vraiment une sorte de dichotomie entre le milieu pélagique, la colonne d'eau, et le milieu benthique, dans lequel on va retrouver les organismes benthiques, comme indique son nom. Excusez-moi. Donc cette classification du plancton s'effectue traditionnellement entre deux grands groupes en fonction de leur type trophique. D'un côté, le phytoplancton, qui va regrouper les formes végétales du phytoplancton. Végétales, on pourrait être plus spécifique en parlant de formes qui sont capables de réaliser la photosynthèse, donc de formes photosynthétiques, et qui vont donc être capables de produire leur propre matière organique. Et à l'opposé, le zooplancton, qui sont les organismes hétérotrophes, qui sont eux ce qu'on pourrait regrouper dans la catégorie animale. Alors, cette classification, il y a un deuxième niveau de classification qui s'effectue généralement avec, au-delà de la classification en fonction du type trophique, une classification en fonction de la taille. En effet, on a par exemple des bactéries, des virus qui sont des organismes de très petite taille, qu'on ne va pas regrouper ni dans le phytoplancton ni dans le zooplancton, mais qu'on va mettre dans, par exemple, le picoplancton, des organismes de très petite taille. Et donc, ça va de bactéries à des organismes qui sont même visibles, comme par exemple des méduses ou des gros crustacés, mais qui sont toujours dans le plancton. Et au-dessus, vous voyez, par exemple, les différentes méthodes qui sont utilisées pour échantillonner en fonction des catégories du plancton qu'on veut étudier. Alors, on va, dans cette conférence, faire relativement simple, surtout dans l'introduction. On va différencier le plancton dans trois grandes catégories. D'un côté, le phytoplancton, donc ceux qui sont capables de faire la photosynthèse, le zooplancton, le plancton animal, on va dire, et le reste. Alors, c'est une classification purement personnelle, mais c'est dans une vulgarisation. Et le reste, en fait, c'est tout ce qui va n'appartenir ni au phytoplancton, ni au zooplancton. On ne va pas vraiment s'attarder sur la classification par taille, parce que c'est un peu plus compliqué et qu'on veut rester dans quelque chose de simple à comprendre.
Donc, petite présentation quand même succincte sur ce que c'est que le phytoplancton, le zooplancton et les autres organismes qu'on peut trouver. Alors, le phytoplancton, c'est donc la fraction autotrophe des organismes qui composent le plancton. Alors, autotrophe, ça veut dire qu'elles sont capables de produire leur propre matière organique grâce à la photosynthèse. Et ces organismes phytoplanctoniques sont particulièrement importants. En effet, ils ne représentent que 0,2% de la masse des producteurs primaires. Alors, on entend producteurs primaires, par exemple, les arbres sont entre autres des producteurs primaires, les plantes terrestres en général. Donc, c'est une masse très faible, mais pourtant, ils sont à l'origine de 50% de la production primaire, c'est-à-dire la transformation de la matière minérale en matière organique. En fait, on parle souvent par exemple, des grandes forêts en Amazonie comme des poumons de la planète, mais les océans, grâce au phytoplancton, sont aussi en quelque sorte des poumons et des producteurs à la fois de matière organique, mais aussi d'oxygène, très important. Ce phytoplancton, comme on le voit d'ailleurs sur l'illustration de gauche, est à la base de la pyramide trophique ou même des réseaux trophiques marins. Cette illustration, en fait, elle montre que on a besoin typiquement d'une tonne de phytoplancton pour produire 100 kg de zooplancton de petite taille et 10 kg de zooplancton de plus grosse taille, et ainsi de suite, jusque par exemple des grands prédateurs comme le thon. Donc, c'est classiquement pour démontrer que si on veut, si un jour, ça vous est déjà probablement déjà arrivé de consommer ne serait-ce que 100 grammes de thon, en fait, pour produire ces 100 grammes de thon, on a besoin d'une tonne de phytoplancton. Ce phytoplancton, qui transforme donc la matière minérale en matière organique, a été aussi à l'origine de grands changements terrestres depuis son apparition. Par exemple, avec les cyanobactéries, donc des bactéries capables de faire la photosynthèse, qui ont qui ont dans l'histoire de la planète Terre produit de l'O2, du dioxygène. Et ce dioxygène s'est d'abord accumulé dans les océans, puis dans l'atmosphère. Et en fait, cette accumulation a permis d'amener à la diversification du vivant qu'on a actuellement. Donc en fait, on ne serait probablement pas là aujourd'hui à faire cette conférence si ces cyanobactéries n'avaient pas à l'époque produit du dioxygène, qui est aujourd'hui le gaz qu'on respire. Ce phytoplancton, il est présent dans la quasi-totalité des écosystèmes aquatiques, donc pas que marins, mais on a aussi des cours d'eau, des marais, donc des écosystèmes terrestres. Il y a en fait deux conditions majeures à son développement. La présence de lumière, donc en général, on va le retrouver dans dans les couches les plus superficielles des environnements aquatiques. Même dans le milieu marin, au-delà de 200 mètres, on va avoir beaucoup moins d'espace, parce qu'il n'y a plus de lumière qui pénètre assez loin. Et la présence d'éléments minéraux qui vont leur permettre de réaliser justement cette photosynthèse. Et donc voilà quelques exemples de milieux dans lesquels on peut retrouver du phytoplancton. Donc, typiquement, pas les milieux abyssaux, par exemple. Passons maintenant au zooplancton, donc les organismes hétérotrophes, la partie animale, on va dire, du plancton, et sont donc les organismes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas leur propre matière organique, ils sont obligés de prédater d'autres organismes. Alors ça va être du phytoplancton ou du zooplancton de plus petite taille qu'eux, ou même de plus grosse taille. Ici, quelques exemples d'organismes, entre autres, et on détaillera certains d'entre eux plus loin. Et dans le zooplancton, on oppose traditionnellement deux grandes catégories. D'un côté, les organismes dits méroplanctoniques, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'une partie de leur cycle de vie dans le plancton. Ça va être par exemple les oursins qui ont un stade adulte fixé sur le substrat, vous en avez probablement déjà vu en mer ou sur le bord de mer. Et par contre, la larve, même la fécondation se fait donc dans le milieu marin. Et ensuite, la larve va rester dans le plancton avant de venir se fixer sur le sol. Pareil pour le thon rouge en dessous, dont les œufs et les larves sont planctoniques avant de devenir un organisme capable de contrer les courants. Donc du necton en l'occurrence. Et à l'inverse, on a les organismes holoplanctoniques, comme ici par exemple du craie, si je ne me trompe pas, et une méduse, ici une Pélagia antiluca, qui est une méduse méditerranéenne d'ailleurs, et qui eux sont capables de faire la totalité de leur cycle de vie dans le plancton, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une phase benthique où ils sont en dehors du plancton. Et enfin, le reste, alors rapidement, les illustrations sont pas les plus faciles à trouver pour ces catégories-là. Alors le trypton, tout en haut à gauche, alors c'est pas le poulpe vampire, c'est une sorte de neige marine qu'on voit devant sur de petits points blancs. Je ne sais pas si la qualité de la photo permet de le voir assez bien. Et en fait, c'est tout simplement la matière organique morte en suspension dans l'eau. Ça va être des cadavres de différents organismes, ça va être différents déchets et qui vont être consommés par certains organismes. Ça va être des bactéries non photosynthétiques, donc sinon, c'est des cyanobactéries, on les regroupe dans le phytoplancton, et des archéobactéries, qui sont pas vraiment des bactéries, mais on ne va pas s'étaler sur le sujet, et des virus, que ce soit donc des virus ou des virus bactériophages, donc qui s'attaquent à des bactéries. Et en fait, cette catégorie reste assez peu étudiée, en tout cas pour tout ce qui est par exemple virus, archéobactéries ou autres, parce que c'est encore difficile de les étudier, et il y a beaucoup d'études qui sortent sur le sujet. Et on a aussi, alors c'est pas représenté ici, mais le mycoplancton, qui regroupe en fait les champignons inféodés au milieu marin.
et qui existent et qui sont là aussi, encore une fois, assez peu étudiés. Alors, passons maintenant aux zooplanctons gélatineux, donc au centre de notre sujet. Ce sont donc des organismes, on regroupe dans cette catégorie du zooplancton gélatineux, des organismes qui ont développé un corps gélatineux, et on verra aussi un certain nombre d'autres caractéristiques. Donc, ces organismes, appartenant aux zooplanctons gélatineux, sont présents sur Terre depuis environ 500 millions d'années. Donc, en fait, depuis le premier grand développement de faune terrestre dans les milieux marins. Et voilà d'ailleurs quelques exemples de fossiles issus de la publication. Vous voyez la source en bas. Alors, on en a assez peu, en fait, parce que c'est difficile de fossiliser quand un organisme qui n'a pas vraiment de squelette, qui a un corps mou. Donc, c'est des cas très rares. Et en fait, on voit même qu'on voit la morphologie de certains de ces fossiles, qui ont beaucoup de similarités, en fait, avec des organismes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, le zooplancton gélatineux, qu'est-ce que c'est au final? C'est des organismes donc, formant une composante essentielle évidemment des écosystèmes aquatiques et qui ont, en fait, pour se différencier d'autres organismes, trois caractéristiques, on va dire, principales. Ça va être le fait de ne pas avoir de squelette interne ou externe, le fait d'avoir une haute concentration en eau, généralement supérieure à 95%, et le fait d'avoir des substances gélatineuses. Alors, cette haute concentration en eau et ces substances gélatineuses ont deux fonctions. La première, de faciliter la flottabilité en offrant une flottabilité neutre, et donc ce qui permet de faciliter la nage. On n'a pas besoin de nager pour se maintenir, soit pour descendre, soit pour remonter. Et le fait donc d'être plutôt transparent, hein, typiquement cette image de méduse qu'on a très généralement, c'est un organisme plutôt transparent, translucide, et qui va leur permettre de moins être consommés par des prédateurs qui pourraient s'attaquer à eux s'ils étaient plus facilement visibles. Alors pour autant, c'est un groupe on a peut-être en tête, hein, vous avez peut-être déjà vu, observé du zooplancton gélatineux, des méduses, que ce soit en plongée ou échouées sur le bord de mer. Donc c'est un groupe qui est défini par le caractère gélatineux, mais qui est, en termes phylogénétiques, on parlerait de paraphylétique, mais en fait, on entend par là que ce n'est pas des organismes qui descendent d'un même ancêtre commun. C'est des organismes qui ont développé le caractère gélatineux de manière indépendante à différents moments. Et donc, on développera certains de ces organismes plus loin dans la conférence. Et pour vous donner un ordre d'idée, en fait, alors des salpes, ou les thaliacées, qu'on voit dans la petite illustration tout en bas à droite, sont plus proches de nous humains, ou même des autres vertébrés, qu'elles ne le sont des méduses, donc cnidaires, qu'on voit tout en haut à droite. Pour montrer qu'en fait, c'est parce qu'ils se ressemblent, qu'ils ont des caractéristiques communes, qui sont proches sur le point de vue phylogénétique. Donc, maintenant qu'on a vu généralement ce que c'était que le plancton, puis dans le détail, qu'est-ce que c'était un peu que le zooplancton gélatineux, on va s'intéresser et voir des exemples de trois grands groupes appartenant au zooplancton gélatineux. Les médusozoaires, qu'on regroupe généralement sous le nom de méduses, les cténophores ou cténaires, et les thaliacées, qui sont eux nos plus proches parents parmi les zooplanctons gélatineux. Petite précision aussi par rapport à ce petit pictogramme que j'ai mis sur cette image de méduse œuf au plat, Cotyloryza tuberculata. C'est une sorte de pictogramme de danger pour peu qu'un jour vous soyez amené à rencontrer ces organismes et éventuellement les reconnaître, sachant que ça va du vert au rouge et plus c'est dans le rouge, plus c'est dangereux et donc potentiellement urticant. Bon, de manière générale, l'idée étant que si on ne connaît pas l'espèce, il vaut mieux éviter de trop la manipuler. Mais pour peu, c'est une indication qui peut s'avérer utile. Très bien. Bon, on a à peu près fini la partie introductive. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? J'avais une petite question, bon, c'est vraiment un détail, c'est pas très important, mais tu as dit que il ne pouvait pas y avoir de plancton dans les abysses. Et je me demandais pourquoi, puisque du coup, c'est quelque chose en suspension, mais ça devrait tomber au bout d'un moment. Alors, c'est peut-être moi qui l'ai mal dit, en effet, ou je vais parler trop vite. Il n'y a pas de phytoplancton dans les abysses. Donc, Ah, le ok. plancton qui va utiliser la photosynthèse, tout simplement parce qu'en fait, la lumière, elle va pénétrer dans l'océan au maximum jusqu'à 200 mètres de fond. On parle de zone Oui. photique. Et en fait, on va retrouver donc, plein d'organismes planctoniques, par exemple du trypton, entre autres, et même des organismes qui vont se planctoniques de manière générale dans les abysses. On en verra d'ailleurs dans cette conférence. Mais, donc, il y en a, mais pas photosynthétiques. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'avais une petite Ouais. question au niveau des caractéristiques de ces organismes. Il me semble qu'on avait vu, enfin moi, dans mes cours, qu'ils étaient. Est-ce qu'au niveau des tissus, il n'y a pas une caractéristique qu'ils ne sont pas seulement que 3 types de tissus ou un truc comme ça? Alors, ouais. Alors, c'est pas une caractéristique qui est commune à tous les gélatineux. Typiquement, alors, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais si je reprends ça, les médusozoaires et les cténophores, qui sont des organismes, sont diploblastiques. Ils ont deux tissus, c'est ce qu'on a vu, que peut-être vous avez vu en cours. Et par exemple, les thaliacées, qui sont des organismes relativement proches de nous vertébrés, qui sont des urocordés, eux ont, si je ne m'abuse, 3 types de tissus. Ok, d'accord. Merci.
Voilà, 3 types de tissus, je précise vraiment 3 types de tissus embryonnaires, d'ailleurs. Voilà. Mais donc, le problème, c'est que vu que c'est des organismes qui sont, ou des adaptations qui ont été acquises de manière séparée, ils ont des caractéristiques qui sont parfois relativement éloignées les unes des autres et qui ont comme point commun, en fait, simplement le fait d'être gélatineux. Donc, on va passer aux médusozoaires, les organismes qu'on regroupe généralement sous le nom de méduses. Alors, ces médusozoaires, ce sont donc des cnidaires. Alors, dans la famille, dans le groupe des cnidaires, ils sont caractérisés les cnidaires sont caractérisés par une cellule urticante appelée le cnidocyte. C'est en fait ce qu'utilisent les méduses pour chasser et entre autres pour piquer. On verra dans le détail ce que ça veut dire, mais qu'ils utilisent pour chasser donc. Et dans ces cnidaires, on a 2 grands groupes, 2 grandes séparations. D'un côté, les médusozoaires, méduses, qui sont caractérisées par un stade méduse à l'état adulte, c'est-à-dire un stade méduse planctonique, qui est en général, encore une fois, général dominant. Il y a beaucoup d'organismes, mais on verra qu'il y a des exceptions importantes. Et de l'autre côté, les anthozoaires ou les coraux, qui sont eux caractérisés par un stade adulte fixé, qui est en fait le corail. Et donc, ces 2 organismes, si on reprend ça, donc les anthozoaires sont des organismes méroplanctoniques, parce qu'ils résident une partie de leur cycle de vie dans le plancton, typiquement la larve, la fécondation, mais à l'état adulte, ils resteront fixés. Et donc, on va se concentrer sur les médusozoaires. Alors, avant de voir des organismes particuliers et avec des caractéristiques plus particulières, on va d'abord voir dans le général la morphologie des cnidaires et leur mode de nutrition et aussi leur reproduction, avant donc de s'intéresser au cas plus particulier. Donc ici, une morphologie simplifiée d'une méduse lune, qui est une méduse relativement commune, donc de l'espèce Aurelia aurita, relativement peu dangereuse, sauf si on la met sur des endroits sensibles comme les muqueuses, etc. Et qui a donc une organisation morphologique qui est relativement caractéristique des autres cnidaires et des autres médusozoaires. Alors elle est caractérisée, on la reconnaît par ses gonades en fer à cheval. C'est une sorte alors on les voit plus ou moins par transparence sur la photo de gauche. C'est la méduse d'aquarium typique que vous avez probablement déjà vue. Et donc ces cnidaires, excusez-moi, je refais l'erreur. Ces médusozoaires, sont caractérisés par une symétrie radiaire, donc rayonnante partant d'un point central au niveau de l'ombrelle, et donc d'une ombrelle ou cloche, ici à noter cloche, et qui est traversée de différents canaux radiaires qui vont servir à la distribution des nutriments et autres, de muscles qui vont servir à la contraction de l'ombrelle et qui vont donc permettre la nage, de tentacules urticantes qui vont typiquement être autour de l'ombrelle, et ensuite un estomac qui est donc sous l'ombrelle et qui va être relié à des bras buccaux, bras oraux, par une zone appelée le manubrium. Alors là aussi, selon les groupes, il y a la cavité buccale est ouverte sur une bouche, vraiment visible depuis l'extérieur. Des fois, il y a une soudure au niveau de cette bouche, et donc la seule chose qui aurait la cavité buccale extérieure, ce sont les bras oraux, avec des structures particulières qu'on appelle les ostioles. Là encore, on verra ça dans le détail un peu plus loin pour donner un fonctionnement général. Et des organes liés à la perception du milieu, parce que même si c'est des méduses et qu'elles n'ont pas des yeux comme d'autres organismes, quoique on verra qu'il y a quand même des exceptions, elles ont ce qu'on appelle des ocelles autour de l'ombrelle, donc qui sont disposées elles aussi de manière symétrique par rapport à la symétrie radiaire de la méduse. Et ces méduses sont capables d'un certain nombre de percevoir leur milieu grâce à ces ocelles. Entre autres, par exemple, pour la direction ou pour savoir où est le haut, où est le bas, un peu comme ce qu'on a dans notre oreille interne. Ensuite, on va voir la nutrition et donc comment ces méduses se nourrissent avec, donc, en l'occurrence, l'espèce Pelagia noctiluca, qui est donc une espèce méditerranéenne qu'on rencontre aussi sur le bord de mer, elle qui est beaucoup plus urticante et qu'on reconnaît par ces sortes de petits, alors déjà sa couleur générale violacée et une ombrelle ponctuée. Donc attention si vous avez l'occasion de la croiser. Donc les méduses ont 2 modes principaux pour se nourrir. Tout d'abord des tentacules qui sont couverts de cnidocytes, qui sont des cellules urticantes. Vous voyez dans cette petite vidéo d'animation après comment ça fonctionne. Donc on a une cellule qui est le cnidocyte et qui a une sorte de petit poil qui va, une fois qu'il est activé, entraîner la dévagination de la cellule. L'eau va rentrer et en fait le fait que l'eau rentre va créer une sorte de surpression et ça va dévaginer rapidement, une sorte de petit harpon qui va ensuite vider, qui est relié à une poche à venin, qui va vider cette poche à venin dans l'organisme, que ce soit donc, une proie ou un baigneur qui n'aura pas fait attention. Et ensuite, il y a un deuxième mode de nutrition qui est cette fois qui utilise des zooxanthelles, des algues symbiotiques, qui sont en fait les mêmes algues qu'utilisent les coraux pour se nourrir
Et ces zooxanthelles, en fait, permettent donc la photosynthèse en captant la lumière du jour. Et en échange donc, de cette symbiose, vont apporter un certain nombre de nutriments à la méduse. Alors, ce n'est pas des symbioses qui sont systématiques. Il y a en général certains groupes ou espèces ou groupes d'espèces qui ont ces symbioses, mais ce n'est pas un cas général. Et typiquement, il faut déjà que l'espèce vive assez en surface pour qu'il puisse y avoir photosynthèse. On va ensuite voir rapidement le cycle de vie. Alors ici, encore une fois, de l'espèce Aurelia aurita. J'aurais aimé présenter notre espèce, mais ce n'est pas évident de trouver des ressources vidéo pour présenter un peu tout ça. Et en l'occurrence, c'était cette espèce-là. Donc, les médusozoaires ont généralement des cycles de vie très diversifiés. Donc, on va voir ici un cycle de vie qui est un cycle de vie relativement classique. Mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup d'exceptions. Et on en verra d'ailleurs certaines. Donc, la version classique de ces cycles de vie, on a des polypes. Donc, en fait, tout ce que vous voyez sur ces rochers, sur ce substrat, ce sont des polypes qui vont se nourrir grâce à des tentacules, là aussi couverts de cnidocytes, qui vont, dans certains cas, se reproduire par multiplication asexuée, par clonage, en fait. Donc, un seul colonie pour créer une colonie de polypes en se clonant. Alors, il y a plusieurs types de clonage. Il y a des clonages en fonction du pied, etc. Là aussi, ça mériterait une conférence en entier rien que pour parler de ça. Et une fois que le polype s'est mangé et a atteint un certain âge, je pose dans la vidéo juste un instant, il va commencer à produire de manière asexuée des sortes de bourgeons de méduses. Et une fois qu'il a produit ces bourgeons de méduses, quand les conditions du milieu seront favorables, il va par strobylation libérer, c'est un phénomène qu'on appelle la strobylation, c'est la libération en fait, de ces petites méduses. En fait, ce que vous voyez là, ces sortes de piles de petites méduses, c'est ce qu'on appelle des éphirules. Donc une seule petite méduse s'appelle une éphirule. Et elles sont relâchées dans le milieu, où elles vont se nourrir, grandir, jusqu'à atteindre un stade adulte. Et une fois qu'elles ont donc atteint un stade adulte, elles vont à leur tour pouvoir libérer dans le milieu des gamètes mâles et femelles, donc des ovules et des spermatozoïdes, qui vont féconder pour donner un œuf qui se développera en une larve, et cette larve, dite planula, va ensuite pouvoir aller se fixer à nouveau sur le substrat pour donner un polype. Donc voilà, typiquement, là, on voit la taille qu'a l'éphyrules, donc la petite méduse, et derrière, on voit un individu adulte, donc de l'espèce Aurelia aurita. On revoit les gonades en fer à cheval sur le haut de l'animal. On revoit d'ailleurs les ocelles sur le bord de l'ombrelle, une sorte de structure particulière, et évidemment les tentacules. Et c'est ainsi donc qu'on passe de l'étape méduse à l'étape polype, et ainsi de suite. Alors, on a des exceptions tout de même à cycle de vie. On a, par exemple, l'hydre verte, Hydra viridissima, qui est une espèce qu'on retrouve surtout dans les cours d'eau, en eau douce, et qui, elle, va passer la majeure partie de son cycle de vie sous la forme de polype, et pas sous la forme de méduse. Donc, en fait, la partie, le moment où elle passera dans le plancton, ce sera surtout pour la reproduction, donc avec la libération des gamètes, la larve planula qui ira ensuite se fixer. Et on a l'extrême inverse avec la pélagie, encore une fois, et qui est donc capable, elle, de ne pas passer par l'état polype. En fait, une fois qu'il y a eu fécondation, la larve planula va directement donner une éphirule et ne va pas repasser par un stade polype. Donc, c'est en fait les deux cas extrêmes, et c'est un peu ça chez les médusozoaires. On a à la fois des espèces qui vont passer l'essentiel de leur cycle de vie sous la forme de polypes et donc rester benthiques, et d'autres qui vont passer tout leur cycle de vie donc de manière planctonique. On va maintenant passer à des espèces plus particulières. Donc on va rentrer dans le particulier et sortir du général, avec le siphonophore géant Praia dubia. Alors ce siphonophore, il est connu surtout parce qu'on a tendance à dire que c'est le plus grand organisme marin, ou l'un des plus grands organismes marins, parce que certains individus ont été mesurés en tout cas décrits comme mesurant jusqu'à plus de 50 mètres de long, ce qui est impressionnant. Là aussi, il faudrait définir la définition de qu'est-ce qui est grand ou non, mais surtout, en fait, cet organisme arrive à atteindre de telle taille grâce à une petite particularité. En fait, ce n'est pas un seul et même organisme, mais une colonie d'organismes. Et en fait, on le voit très bien sur la photo en haut à gauche. En fait, vous voyez que chacune des petits tentacules, des petits tentacules urticants, provient en fait d'un seul et même organisme qui, tous assemblés entre eux, forment une sorte d'immense organisme. Et par exemple, toujours sur la photo en haut à gauche, on voit qu'à l'avant de l'organisme, on a des sortes de cloches de vessies natatoires qu'il utilise en fait en les contractant pour se propulser. Et ce sont là aussi des organismes différenciés, donc une sorte de colonie avec certains organismes plus différenciés que d'autres, qu'on appelle des zooïdes. Donc ce sont des zooïdes différenciés en cloches natatoires. Si on voit dans le détail à quoi ressemble la colonie, alors c'est
probablement pas un siphonophore géant, hein. C'est probablement pas l'espèce Praia-dubia ici, mais c'est une illustration qui montre assez bien comment ça fonctionne. Alors, on a donc typiquement un pneumatophore, qui est une sorte de petite cloche remplie de gaz qui va permettre de faciliter la flottaison. Les cloches natatoires, donc on a dit que c'était des zooïdes modifiés pour la nage. Et on a des cormidis qui sont en fait les unités structurelles. Et dans ces cormidis, on va avoir un certain nombre de zooïdes qui sont plus ou moins spécialisés. Alors, ces cormidis, elles sont reliées par une seule unité qu'on appelle un stolon. Et en fait, c'est ce qui parcourt l'animal depuis son début jusqu'à sa fin et sur lequel va s'articuler toute la colonie d'organismes. Alors, ces stolons ont différentes fonctions. On en a qui vont être spécialisés dans la défense, d'autres la nutrition ou encore l'excrétion, la reproduction. Alors, par exemple, c'est le cas, je recommande un peu pour les noms, parce que l'aspidozoïde, ou ici à noter bracté, qui va être un zooïde qui va jouer un rôle de défense pour la colonie. Le gastrozoïde, qui a, comme il l'indique ici, un filament pêcheur, donc qui va pêcher des organismes zooplanctoniques dans la colonne d'eau et qui va pouvoir nourrir en partie la colonie grâce à ça. On va avoir les dactylozoïdes, qui eux jouent un rôle dans la défense de l'organisme, avec un filament mais plus court, lui aussi urticant. De manière générale, de toute façon, les siphonophores sont relativement urticants. Des cystozoïdes, alors qui ne sont pas annotés ici, mais qui jouent un rôle, eux, dans l'excrétion de l'organisme, l'excrétion des déchets. Et les gonozoïdes, qui sont annotés ici, et qui, eux, ont une fonction liée à la reproduction de l'organisme. Alors, selon les espèces, ça va être un organisme qui va avoir une reproduction hermaphrodite, donc qui va être à la fois mâle et femelle, ou des organismes qui vont être soit mâle, soit femelle. Bref. Là encore, il y a plusieurs particularités. Donc, intéressant de voir que parmi ce qu'on regroupe vulgairement sous le nom de méduses, on a en fait des organismes coloniaux très particuliers qui peuvent atteindre des tailles relativement intéressantes. Enfin, intéressantes, importantes, du moins. Une autre espèce, maintenant, la guêpe de mer, alors qui est une cubozoaire ou méduse cube, qui est caractérisée par donc, cette ombrelle en forme de cube, forme générale cubique, et des tentacules aplatis aux quatre coins de cette ombrelle. Alors, c'est une espèce extrêmement venimeuse. Alors, cette espèce-là, particulièrement, Kinorex, fleckeri, c'est une espèce qui est plutôt australienne, qui est d'ailleurs connue là-bas pour les ravages qu'elle fait et les morts qu'il y a malheureusement chaque année à cause de ça. Mais il y a des méduses cubes en fait dans quasiment tous les océans du monde et on a même des espèces, une espèce en tout cas en Méditerranée de méduses cubes, qui est elle aussi dangereuse mais pas autant que la guêpe de mer. Et cette structure, en plus de son danger particulier pour l'homme, parce qu'elle est extrêmement urticante, elle présente une adaptation particulière, c'est la présence d'yeux plus ou moins développés. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait dit que les méduses avaient des structures qui regroupaient les organes liés à la perception. Les rhopalies, je perds un mot. Donc, les structures qui regroupaient les organes et la perception, qu'on appelle les rhopalies. Et sur les rhopalies de cubozoaires, on va avoir un certain nombre de structures photosensibles. Alors, on le voit dans l'illustration en bas à droite. Il y a 4 ocelles photosensibles, en tout cas pour l'espèce Kinorex fleckeri qui nous intéresse. Et il y a un œil supérieur et un œil inférieur. Et en fait, ces yeux sont relativement proches de ce que nous, humains, possédons, parce qu'on a un cristallin, une rétine et une cornée. Donc des yeux particulièrement développés pour une espèce d'invertébré marin. Et au final, donc, si on compte ces yeux inférieurs et supérieurs en plus des ocelles photosensibles, on arrive à un total de 24 yeux, plus ou moins, en tout cas 24 structures photosensibles sur une méduse, sachant que du coup, ces rhopalies sont présentes au centre on le voit bien sur l'illustration en haut à gauche, sont présentes au centre de l'ombrelle et donc sur les 4 côtés de l'ombrelle. En plus de ça, on a une structure qui s'appelle un statolithe ou pierre de gypse, qui permet à la méduse en fait, de gérer l'accélération, la nage, savoir où est le haut, où est le bas, ce qui est un peu homologue à ce que nous on a dans nos oreilles internes et qui nous permet de repérer ces mouvements. Et un fait particulier par rapport à ce statolithe, c'est qu'il grandit en fait d'une couche par jour, c'est donc une petite agrégation qui grandit d'une couche par jour. Et donc grâce à ça, de la même manière que si certains connaissent, les otolithes de poissons peuvent être utilisés pour dater l'âge de l'organisme parce qu'eux aussi se développent d'une couche par jour. En fait, on peut dater l'âge d'une cubozoaire en utilisant, justement, en analysant cette pierre de gypse, ce statolithe, et en voyant justement combien de couches il a. Donc c'est quand même assez étonnant de voir que ces genres d'organismes partageaient des caractéristiques communes avec des poissons ou même avec nous. On passe encore à une autre espèce, la Solmissus albacans, qui a comme une très petite méduse, 2 à 3 cm, je n'ai pas mis d'échelle, et qui a la particularité d'avoir des tentacules pointés vers l'avant, en fait, comme une sorte de... Alors, je crois qu'on appelle la méduse bélier, d'ailleurs, selon les ressources bibliographiques. Alors, elle est présente surtout entre 200 et 1000 mètres de profondeur, donc sous la zone photique, dans une zone où la lumière du jour, normalement, ne parvient plus.
Et en fait, elle a l'avantage d'être dans cette zone-là, la zone dite mésopélagique, parce que c'est des eaux plus froides, donc son métabolisme est plus lent dans ces zones-là. Elle est aussi plus difficile à repérer par des prédateurs, parce que forcément, si on n'a pas de lumière, on est plus difficilement repérable. Et ça lui permet donc de concentrer l'essentiel de son énergie, non pas à fuir des prédateurs, mais à digérer ou à sa reproduction. Donc la voilà en vidéo. Donc en fait, comme d'autres organismes hétérotrophes, ils ont la particularité de vivre dans des zones parfois relativement profondes, en dessous donc de la zone photique, dans la zone dite mésopélagique, et ils vont remonter dans la zone photique la nuit pour se nourrir. En effet, en surface, on va avoir des proies plus abondantes, surtout parce que le phytoplancton abonde, c'est donc même la seule zone dans l'océan où il peut vraiment se développer. Et donc, on va avoir le phytoplancton, mais aussi toutes les proies de ce phytoplancton, le zooplancton de petite taille, qui va se développer en surface. Et donc, ils ne viennent pas en surface en journée, tout simplement, parce que là encore, il peut y avoir des dangers liés à des prédateurs. Et ces migrations d'organismes qui viennent de la zone mésopélagique et qui vont jusqu'en surface dans la zone photique ou épipélagique, on appelle ça des migrations nitérémales parce que dépendant donc, du jour et de la nuit. C'est l'inverse pour les organismes autotrophes, donc comme le phytoplancton, qui, eux, ont tendance à redescendre la nuit pour aller chercher éventuellement des éléments minéraux qui sont, eux, de plus en plus abondants en fonction de la profondeur. En fait, la lumière du jour est typiquement abondante depuis la surface et s'arrête vers 200 mètres, donc très abondante en surface et moins abondante à 200 mètres. Et c'est l'inverse des éléments minéraux qui sont très peu abondants en surface, et parce qu'ils coulent en fait tout simplement, qui sont beaucoup plus abondants avec la profondeur. Alors après, les organismes autotrophes, comme le phytoplancton, ne vont pas faire des grandes migrations. On parle d'organismes qui sont éventuellement flagellés, qui vont pouvoir nager un peu, mais c'est plutôt quelques mètres plus que plusieurs centaines de mètres, comme on va le voir ici. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire juste avant, mais que ces migrations nitérémales sont parmi les plus grands mouvements de biomasse terrestre et ont une fonction de pompe biologique importante, justement en permettant qu'ont des organismes qui viennent de la zone mésopélagique, qui est plus riche en nutriments ou en éléments minéraux, en remontant la nuit, ils vont apporter avec eux un certain nombre de ces minéraux, de ces éléments minéraux, qui vont ensuite pouvoir être utilisés par le phytoplancton pour se développer et nourrir ensuite le zooplancton qui sera lui-même consommé par du zooplancton de plus grande taille, entre autres la solmicus qu'on vient de voir maintenant. Alors pour se déplacer, la solmicus, elle peut remonter jusqu'à environ 300 mètres en une nuit, ce qui est quand même relativement important quand on regarde un organisme qui fait 2 à 3 cm. Et il y a différents mécanismes qui sont utilisés pour la remontée. Alors, la nage, évidemment, hein, la contraction de l'ombrelle ou pour d'autres organismes, d'autres types de nage, mais il y a aussi la captation d'ions. C'est-à-dire qu'une fois que quand l'organisme est au fond, il va pouvoir capter des ions relativement légers et relâcher des ions lourds pour réduire son poids et donc remonter plus facilement. À l'inverse, quand il sera en surface et qu'il voudra redescendre avec l'arrivée du jour, il va pouvoir capter des ions plus lourds et relâcher des ions plus légers pour redescendre plus facilement, tout simplement en augmentant son poids. Alors, pendant mes recherches biographiques, il y a quand même des études qui tendent à montrer que ce phénomène n'est pas si important que ça et que la nage resterait le moteur principal. Donc, cette histoire d'ions est intéressante, mais quand même garder en tête qu'il y a apparemment des études relativement contradictoires sur le sujet. Alors, ces migrations donc, font partie intégrante des pompes, des pompes océaniques et surtout de la pompe océanique liée aux organismes, donc à la biologie, enfin, pompe océanique biologique, pardon. Et donc, ces migrations nictémérales seraient parmi les plus grands mouvements de biomasse terrestre et ont une fonction biologique donc très importante en amenant donc, des éléments minéraux depuis la surface, depuis le fond jusqu'à la surface. En parlant de fond, justement, et de zones plus profondes, où la lumière ne parvient pas, on va avoir une espèce inféodée à ces milieux profonds, la Stygiomedusa, ou de son espèce Stygiomedusa gigantea, qui est une méduse abyssale qui est rarement observée. On a autour de 118 observations qui ont été faites en près de 110 ans, qui est relativement peu, et qui est caractérisée par une couleur rouge sombre allant jusqu'au brun. Alors on voit que c'est une même espèce, hein, mais entre la photo du haut et la vidéo qui est en train de tourner, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs, qui est caractérisée donc par une ombrelle de près d'1 mètre, ce qui est relativement important, et des très longs bras oraux ou bras bugaux. Donc encore une fois, ce qu'on voit là, ce n'est pas des tentacules, hein, ça ne part pas du bord de l'ombrelle, mais ça part bien de la bouche de l'organisme, qui est normalement ici soudé, parce que c'est encore une fois un groupe de méduses particulier. Et donc c'est des bras buccaux qui sont absolument donc, pas urticants. Et c'est sur ces longs bras oraux, on va avoir des petites structures qu'on appelle les ostioles, pour simplifier, ces sortes de petites bouches, et qui vont être capables de capter, tout simplement, le zooplancton présent dans l'eau, sans avoir à piéger un organisme avec des tentacules. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de constater la perte d'une des structures qui, pourtant, est normalement
à la base des cnidaires et des médusozoaires, qui est la présence de tentacules avec des cynocystes dessus. Après, encore une fois, il y a assez peu d'informations sur cette méduse à cause de la rareté qu'elle a, et donc peu d'informations et d'études sur le sujet. Il y aura peut-être donc d'autres découvertes par la suite qui changeront ou qui modifieront plus ou moins ce que je vous ai dit ici. On change encore une fois d'espèce avec cette fois la Turritopsis. Alors, ce n'est pas vraiment une espèce ici, c'est plutôt le genre Turritopsis, parce qu'il y a encore beaucoup de débats dans la communauté scientifique sur la phylogénie exacte de l'espèce. Et donc, pour ne pas prendre de risque, on va parler du genre Turritopsis et pas d'une espèce en particulier. Alors, cette espèce est intéressante parce que c'est le premier cas connu, en tout cas, vraisemblablement, d'immortalité biologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par immortalité biologique? On veut dire par là que la Turritopsis a un cycle de vie relativement particulier. Alors, on retrouve les étapes qu'on avait vues précédemment chez l'Aurélie, avec donc des méduses mâles et femelles qui vont faire la reproduction sexuée, créer une larve qui va aller se fixer au sol, créer un polype qui va bourgeonner pour former des méduses. Et la petite particularité, c'est que quand la méduse, donc la Turritopsis, est stressée, ou qu'elle est vieillissante, ou qu'elle est malade, elle peut inverser en quelque sorte son cycle de vie et passer directement de l'étape méduse à l'étape polype. En fait, ce phénomène, qui s'appelle la transdifférenciation, est théoriquement indéfini. Et donc, on a une méduse qui peut, une fois à l'état polype, se redévelopper en une colonie mature et reformer des méduses par la suite. Pour donner un élément de comparaison pour nous humains, ça serait un peu comme si un vieillard, au moment de mourir ou s'il était malade, pouvait revenir à l'état de nourrisson pour revieillir à nouveau. C'est quelque chose d'assez étonnant, et en tout cas quelque chose d'assez peu commun dans le monde animal. En laboratoire, ce cycle de vie a été répété dans des conditions encadrées et a pu être répété jusqu'à 10 fois en 2 ans, et en fait potentiellement indéfiniment. C'est ce qui fait dire, en tout cas, que cette méduse serait potentiellement immortelle. Alors, il faut quand même garder en tête que dans des conditions, en dehors des conditions de laboratoire, cette méduse est soumise à beaucoup de facteurs exogènes, que ce soit la prédation, des maladies, etc. Et donc, en fait, elle n'est pas jamais vraiment immortelle, parce qu'il y aura toujours un prédateur ou une maladie qui la tuera avant qu'elle puisse inverser son cycle de vie. Et donc, une adaptation très particulière de cette méduse. On va passer à quelques mentions honorables, entre guillemets, quelques autres espèces que je ne vais pas avoir le temps de développer ici parce que ça serait un peu long puisqu'on a d'autres choses à voir, mais que je trouvais quand même intéressante de citer. Alors à gauche, la méduse rampante, en tout cas le genre de méduse rampante, le genre Strorocladia, qui sont des méduses qui ont développé des tentacules très particulières, bifides, dont une partie développe une sorte de ventouse pour se rester fixée au substrat, et l'autre reste donc face au courant pour récupérer des potentielles proies appartenant aux zooplanctons. À côté, la méduse à queue de lézard, Colobonema sericeum, qui elle est capable, d'où son nom d'ailleurs, comme le font les lézards, si on a déjà vu, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le coin, elle est capable de tout simplement relâcher une de ses tentacules si elle est menacée par un prédateur. Et cette tentacule va donc pouvoir permettre de distraire l'attention du prédateur pendant qu'elle va pouvoir nager pour fuir potentiellement. Donc, ça s'appelle une exaptation, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une convergence évolutive, vu que les méduses n'ont pas de queue mais des tentacules, mais c'est une sorte d'évolution commune sur ce point-là. On pourra détailler plus tard si vous en avez envie. Alors, encore une autre espèce intéressante ici, espèce genre, du coup, le genre Cassiopée, Cassiopea sp, qui sont des méduses qui, comme vous le voyez, ont déjà des très belles photos d'ailleurs, mais ont des manubriums très ramifiés. Et dans ce manubrium, elle héberge des zooxanthelles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les types de nutrition des méduses. Certaines vont essentiellement pêcher avec leurs tentacules et leurs cninocytes, et elle est capable en fait de couvrir près de, alors encore une fois, selon les espèces, près de 90% de ses besoins grâce à des zooxanthelles et grâce à une symbiose mutualiste avec des zooxanthelles. Alors elle est quand même, attention au pictorium, elle est quand même urticante, mais c'est surtout en fait pour couvrir le reste de ses besoins grâce à la pêchant du zooplancton dans le milieu. Alors, un autre point de vue, ces méduses, c'est probablement dans un lagon ou une zone peu profonde. Donc, ces méduses vivent de manière générale inféodées donc, à des zones peu profondes, surtout parce que si on va dans des zones trop profondes, les algues ne peuvent pas, ces zooxanthelles ne peuvent pas simplement faire la photosynthèse. Et ce qui est intéressant, c'est de constater en fait qu'une méduse qui est normalement un individu qui va nager dans le milieu, en tout cas c'est comme ça que ancestralement elles étaient présentes, vont avoir progressivement une sorte de retournement et repasser vers une sorte de mode de vie benthique où la méduse passe l'essentiel de son temps posée sur le sable à soit récupérer de la nourriture en pêchant, soit grâce à de la photosynthèse. Et surtout intéressant de constater que je pense que si certains d'entre vous avez vu ce genre d'espèces, par exemple des lagons, souvent dans les milieux tropicaux d'ailleurs, on aurait du mal à savoir, sans plus d'informations que ça, qu'il s'agit d'un organisme
d'une méduse, en fait, tout simplement, qui est juste retournée, mais qui présente d'ailleurs des adaptations, comme par exemple une ombrelle convexe, avec une sorte de creux au centre, là aussi pour plus facilement rester fixé sur le substrat. Et enfin, sur les organismes, en tout cas sur les autres espèces parmi les cnidaires, ici des organismes dits pleustoniques, comme les vélèles ou la physalis, que vous avez peut-être déjà vu sur le bord de mer, sur les cheveux, soit dans l'eau. Alors des espèces relativement urticantes. Et en fait, ces organismes sont dits pleustoniques parce qu'ils vivent à l'interface entre l'air et l'eau, et ont développé pas mal d'adaptations liées à ça. Donc, par exemple, on voit à droite la physalis qui a ce qu'on appelle un pneumatophore, donc une sorte de poche de gaz avec dessus une voile qui va pouvoir du coup être déplacée en partie par les vents, en plus d'être déplacée par les courants. Pareil pour les vélèles qui vont avoir une petite voile et être aussi elle influencée par le vent. Alors ces deux organismes sont des siphonophores, donc en fait comme le siphonophore géant qu'on a vu tout à l'heure, mais donc de bien plus petite taille. Et donc c'est une colonie d'organismes. Et par exemple pour la physalis, ce sorte de flotteur avec une voile, c'est un seul zooïde très différencié qui va occuper la fonction de flotteur. Donc là aussi, en fait, on voit qu'il y a une grande diversité de formes parmi ce qu'on appelle vulgairement méduses. Alors on a fini avec la partie sur les médusoaires. Si certains ont des questions, on peut revenir sur cette partie-là. Moi, j'aurais deux petites questions. Ouais. J'aurais juste voulu savoir si on connaît les raisons pour lesquelles certaines, alors je ne vais pas employer les bons mots, restent polypes. Par exemple, tu as dit que l'hydre verte, elle restait polype. On sait pourquoi ou il n'y a pas de raison L'explication, alors c'est probablement des raisons écologiques. Alors dans le détail, je ne pense pas qu'il y ait une explication générale du pourquoi. Malheureusement, la vie, il n'y a pas forcément toujours de pourquoi, mais c'est surtout parce que c'est une autre niche écologique d'être plutôt fixé sur le fond, de récupérer du plancton qui va plutôt être proche du fond, à l'inverse, comme des espèces pleustoniques qui, elles, sont l'exact inverse, c'est-à-dire bloquées en surface. Donc je pense que c'est lié à le fait d'occuper le plus de niches écologiques donc possible. D'accord, ça marche. Et autre petite question, tu as parlé du siphonophore géant. Tout à fait. Où est-ce qu'il se trouve, enfin, où est-ce qu'il se... Alors, il est relativement cosmopolite. Alors, bon, toujours pareil, tout ce que j'ai là, c'est difficile il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet parce que difficilement observable. C'est une espèce, de manière générale, qui vit plutôt dans les grands fonds, qui vit dans des zones où la lumière ne parvient pas. Et qui, d'ailleurs, souvent, les siphonophores souvent les siphonophores profonds sont capables de bioluminescence, d'ailleurs, ce qui est une indication qu'ils vivent dans les zones profondes. Donc, plutôt dans les zones profondes et, je crois, relativement cosmopolite. Mais pour en voir, il faut évidemment aller à plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres de profondeur. Mais encore une fois, c'est difficile vraiment d'avoir une description précise de où est-ce que l'espèce est présente parce qu'il faut envoyer un sous-marin ou avoir des relevés particuliers dans les profondeurs, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Et du coup, il a été rarement observé, j'imagine. Relativement rarement. De toute façon, tout ce qui est dans les abysses a été de manière générale relativement peu observé durant ces dernières années parce qu'il y a les plongées dans ces zones-là ne sont pas très souvent faites. Mais oui, relativement peu observé. C'est probablement pas le plus rare, mais relativement peu observé en tout cas par rapport à d'autres. Ok, ça marche. Merci. Pas de CC. D'autres questions? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans le chat. Alors, deux questions. Quant à l'alimentation à l'aide des clinocytes, une fois accrochée, du coup, la méduse ramène la proie vers sa bouche avec tentacules concernés, du coup. Alors, là encore, ça dépend. Selon la taille de la proie, une fois qu'elle a été attrapée, entre guillemets, avec les clinocytes, soit la méduse va donc les ramener jusqu'à sa bouche, mais quand elle a une bouche, et quand, comme c'est le cas de certaines méduses, il n'y a pas vraiment de bouche, mais en fait, il y a une sorte de soudure qui se fait au niveau des bras buccaux, auquel cas, il peut y avoir déjà une sorte de digestion, là encore, de souvenir, ce que je dis là, mais un début de digestion externe, et sinon, il y a aussi donc, les ostioles, sorte de petites bouches, qui peuvent permettre de ramener des proies jusqu'à ces ostioles, qui sont en fait reliées tout simplement à l'estomac de la méduse. Enfin, c'est pas l'estomac, à la cavité gastrique, de la méduse. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et quant au Cassiopée, disons comment les zooxanthelles arrivent dans les tentacules, récupération de ces proies. Alors, c'est une très bonne question. Je ne crois pas que ça soit une récupération particulière de ces proies. Ça doit être une symbiose mutualiste. Donc, j'imagine qu'elles doivent... Alors, là, pour tout à fait honnête, je ne suis pas du tout certain de ce que je dis, donc à vérifier pour plus d'informations. Mais elles doivent les récupérer déjà parce qu'en fait, elles sont présentes dans le milieu. Pour être plus précis, c'est des algues, donc c'est des dinoflagellés, pour être plus précis. Et donc, il y en a présentes dans le milieu. En fait, en récupérant, l'algue va pouvoir se développer au sein de la méduse et se multiplier et couvrir un certain nombre de ses besoins. Donc, je ne crois pas que ça soit spécialement une récupération par les proies. Je pense que c'est plutôt une symbiose mutualiste qui se fait quand les conditions sont favorables.
Mais là encore, je ne suis pas certain de l'information, je ne suis pas spécialiste des Cassiopées. Donc, on va passer maintenant aux cténaires ou cténophores. Alors, donc des organismes eux aussi gélatineux, pélagiques, et qui sont présents dans toutes les mers du globe. Alors, eux, ils ont une particularité. On avait dit que donc, chez les cnidaires, c'était la présence d'une cellule urticante qu'on appelait le cnidocyte. Et bien là, c'est la présence d'une cellule collante qu'on appelle le coloblaste. Et qui va en fait, comme chez les cnidaires, au lieu de transpercer l'animal, de le piquer, ça va être en le collant. Donc, ça va être des organismes plus petits. Et une fois qu'ils sont collés, ils vont pouvoir être ramenés jusqu'à des fourreaux autour de la bouche pour être consommés. Alors, ces cténaires sont relativement proches des cnidaires. Alors, la phylogénie est soumise à débat. Selon les scientifiques, il y a différentes positions dans la phylogénie. Mais globalement, on les présente traditionnellement relativement proches des méduses, enfin des cnidaires. Donc, parmi ces cténophores, on va voir donc, de la même manière un fonctionnement général et après, on va aller vers des espèces plus particulières. Donc, on va commencer avec une espèce qu'on trouve en Méditerranée, qui est une espèce envahissante en Méditerranée, qui s'appelle la noix de mer ou de son nom scientifique Nemopsis leidi. Alors, les cténophores, eux, ont une symétrie dite bilatérale et non pas radiaire, comme c'était le cas chez les méduses, donc la même symétrie qu'on a nous, dite bilatérale. Donc, et ils ont 8 rangées de cils iridescents. Donc, ce qu'on voit très bien sur cette image-là, ce qui saute un peu aux yeux avec ces couleurs arc-en-ciel, en fait, ce ne sont pas des pigments produits par le cténaire, mais c'est des cils, des palettes de cils qui vont réfléchir la lumière. Et donc, cette photo rend particulièrement bien ces couleurs flashy. Et donc, ce n'est pas des pigments, c'est bien une réflexion de la lumière. Et ces cils lui servent donc à la locomotion en battant de manière coordonnée tous ensemble. Il y a 8 palettes de cils, et c'est quasiment le cas chez tous les cténophores. Alors, cette espèce, elle est envahissante, elle est originaire de l'Atlantique nord-ouest et elle a été introduite en Méditerranée vraisemblablement à cause du manque de législation autour des ballastes des navires. Les ballastes, pour faire simple, c'est des sortes de réservoirs d'eau qu'utilisent les navires pour réguler leur flottabilité. Et le problème, c'est donc quand un navire, par exemple de commerce, part d'Atlantique nord-ouest, il va récupérer de l'eau dans ses ballasts, et quand il va arriver dans un port en Méditerranée, par exemple, il va relâcher cette eau. Mais donc, c'est une eau qui vient de l'Atlantique nord-ouest et qui transporte avec elle donc, tous les organismes présents, et entre autres des organismes pélagiques, comme c'est le cas du Nemopsis leidi, qui va être présent dans ces eaux de ballast et qui va être relâché et potentiellement devenir une espèce envahissante. Alors d'abord une espèce indigène, et potentiellement, si les conditions lui sont favorables, devenir envahissante. Alors, concernant la nutrition, ce qu'on disait juste avant, ces cténophores utilisent des coloblastes. Et ces coloblastes sont présents sur des tentacules qui vont avoir différentes tailles, différentes formes. À gauche, entouré en bleu, on voit que le Nemopsis, en fait, il a des tentacules assez petites qui sont sur le pourtour de la bouche. Et à l'inverse, on a des espèces qui ont des tentacules bien plus impressionnantes, comme c'est le cas de Pleurobrachia, pileus, qui ont des tentacules beaucoup plus ramifiés. Et donc, une fois que les organismes ont été piégés sur ces coloblastes, ils vont être ramenés à l'organisme, donc il va rétracter en fait ces tentacules dans des fourreaux prévus à cet effet et récupérer tout simplement les organismes piégés, collés sur ces cellules pour ensuite s'en nourrir. Alors le Nemopsis, là encore, est envahissant, entre autres parce que donc il se développe très bien en Méditerranée et il se nourrit quand les conditions sont favorables, quand ses proies abondent, il peut multiplier son volume par 2 en une journée. C'est quand même assez impressionnant. Et ce qui entoure des questions, pourquoi il est aussi invasif. Concernant leur cycle de vie, il est relativement simple par rapport à celui des cnidaires qu'on a vu précédemment. On a donc une cellule œuf issue de la fécondation entre gamètes mâles et femelles, spermatozoïdes et ovules, qui va donner un embryon, puis une larve dite sidipide, du nom du genre de cténophore du même nom, et qui va ensuite développer un individu juvénile, puis un adulte qui pourra à son tour se reproduire. Et là aussi, le Nemopsis a des raisons d'être envahissant par rapport à son cycle de vie. En effet, 13 jours après sa naissance, donc 13 jours après être après que l'embryon soit devenu une larve, il est capable de produire des œufs. Et 4 jours après, donc soit 17 jours après sa naissance, il peut produire ni plus ni moins que 10 000 œufs environ par jour. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est une espèce qui est hermaphrodite simultanée, donc qui est à la fois mâle et femelle au même moment. Et donc, s'il n'a pas de partenaire autour, il peut s'auto-féconder. Il peut auto-féconder 10 000 œufs par jour, ne serait-ce que 17 jours après sa naissance. Ce qui explique assez facilement pourquoi on en retrouve de manière assez abondante en Méditerranée. Il y a aussi d'autres explications écologiques, par exemple le manque de prédateurs. Maintenant, on passe à des espèces plus particulières et on va commencer par le cténaire à dents Beroe sp. Alors, c'est encore une fois un genre de cténophore, il y a plusieurs espèces de Beroe. Et cette espèce a la particularité de pouvoir mordre avec ce qu'on pourrait apparenter à une sorte de bouche. On va voir dans la vidéo ici, avec une sorte de prédation. Donc, en fait, ces cténophores-là ont plus ou moins
perdu entre guillemets leurs tentacules, mais utilisent toujours des coloblastes qui sont présents sur leur corps et en particulier sur leurs lèvres. En fait, ils utilisent ces coloblastes pour refermer leurs lèvres en dehors des moments de prédation pour pouvoir nager relativement facilement. On voit très bien d'ailleurs les 8 rangées de cils iridescents dont on parlait dans la partie sur l'anatomie. Et ils ont aussi des cils, donc comme des cils utilisés par les palettes natatoires, modifiés en dents qu'on voit sur l'image au microscope électronique à balayage en haut, et qui sont, alors c'est plus ou moins visible, mais donc il y a des sortes de dents qui sont ces cils. Et donc pour consommer des organismes, il y a 2 possibilités. Soit l'organisme est assez petit pour rentrer, pour que le béro puisse le gober, comme en fait on vient de voir depuis le début de cette vidéo, où il gobe tout simplement des cténophores entiers. Soit si l'organisme est trop gros, c'est par exemple une méduse de grande taille, il peut mordre, entre guillemets, arracher des morceaux à l'organisme en question et s'en nourrir. Un autre organisme, le Lampoctéis, son nom scientifique Lampoctéis cruentiventer, qui est une espèce découverte en 1979 et décrite en 2001, et qui a, par rapport à d'autres cténophores, une couleur rouge très caractéristique. Alors voilà, c'est une espèce qui vit dans des profondeurs relativement importantes, donc dans la zone mésopélagique, entre 300 et plus ou moins 1000 mètres de fond. Et cette couleur rouge très caractéristique, alors qui est plus ou moins présente chez les individus, s'explique par le fait que dans ces profondeurs-là, il fait noir total, et en fait on est particulièrement bien camouflé quand on a des couleurs sombres, que ce soit du rouge, du violet, etc. Ça permet d'être mieux camouflé, et surtout ça permet, quand le Lampoctéis va consommer une proie, si celle-ci est bioluminescente, comme c'est souvent le cas dans les environnements abyssaux, d'avoir une proie qui va produire sa propre lumière, eh bien si cette proie, en étant consommée, s'agite, produit de la lumière, en fait elle va pouvoir potentiellement attirer un prédateur de ce cténophore. Et donc, en étant rouge, sombre, cette couleur-là, il va pouvoir réduire la quantité de lumière produite par une éventuelle proie qui ferait de la bioluminescence. Et donc, ça évite et ça limite le fait d'être repéré par d'autres prédateurs. Encore une autre espèce, le Cténaire ailé, du genre Ocyropsis, il y a plusieurs espèces. Et ce cténophore, vous voyez sur cette vidéo, il a une technique de nage relativement particulière. En effet, il est capable d'utiliser, en plus des cils iridescents, des 8 palettes de cils iridescents, ces lobes, les 2 lobes sur le côté de l'animal, pour nager. Alors typiquement, c'est des techniques qui sont utilisées dans 2 cas relativement précis, soit quand il veut fuir un prédateur, ce qui est particulièrement utile pour se déplacer rapidement, plutôt que de faire appel à des cils, ou bien quand il veut chasser. Et en fait, ces 2 lobes sont couverts de coloblastes, donc la cellule qui colle. Et en fait, il va pouvoir donc, en rebattant ces lobes sur un organisme, l'engluer et donc après le consommer par la suite. Pour finir sur les cténophores, je voulais parler quand même rapidement d'un ordre des cténophores benthiques qui est assez particulier, qu'on appelle les platycténides. Donc on sort un peu du plancton, mais ça me paraissait quand même important de les aborder rapidement. Alors pour donner un ordre d'idée de la taille de ces organismes, même si évidemment les tailles varient, sur l'image de gauche, on voit des platycténides sur des épines d'oursin. Donc c'est extrêmement petit. Mais par contre, ils ont des caractéristiques communes avec les autres cténophores, c'est-à-dire la présence de tentacules plumeux sur lesquels on va avoir des coloblastes et qui vont en fait après un certain temps, une fois qu'ils ont piégé certaines particules ou certains organismes appartenant au zooplancton, être ramenés dans un fourreau, puis être consommés. Donc voilà, pour montrer qu'en fait, ces cténophores qui sont pour l'écrasante majorité pélagique peuvent aussi avoir certains de leurs représentants qui sont benthiques et qu'en fait, on peut même voir sur notre littoral, mais qui sont difficilement observables à cause de leur taille. Alors, on va encore une fois changer, on va passer à la dernière partie sur les organismes gélatineux, on va passer aux thaliacées. Donc avant, est-ce que des gens ont des questions sur cette petite partie? Tu disais que c'était des espèces invasives, la première que tu parlais, mais du coup, il y a des effets sur les espèces qui étaient autochtones à la Méditerranée. C'est une très très bonne question. Probablement. Honnêtement, je ne sais pas. En toute honnêteté, je n'ai pas poussé assez loin l'écologie de l'espèce, mais c'est probable parce que forcément, quand on voit ce que le mnémocyste est capable de manger, à la vitesse à laquelle il peut se reproduire, on imagine bien que du coup, ça va avoir une influence sur les stocks de zooplancton et des stocks qui seront donc moins disponibles pour d'autres espèces de cténophores ou pour d'autres espèces de zooplancton gélatineux. Après, il faut aussi prendre de l'autre côté que certaines espèces, comme par exemple le béroé qu'on a vu, sont capables de manger d'autres cténophores. Donc pour eux, une abondance d'une espèce de cténophore peut être quelque chose de positif parce que ça va faire plus de proies. Donc je n'ai pas le détail, je ne m'avancerai pas sur ça, mais il y a probablement des études qui détaillent ça. Ok, merci. Ça peut être très intéressant. Petite question, au niveau des cténophores autofécondants, ça ne pose pas de souci au niveau génétique, de type consanguinité, etc. Alors si, ça pose probablement, alors c'est une réduction de la diversité génétique, hein, évidemment, quand on a un individu qui s'autoféconde, forcément on a une réduction de la diversité génétique de ses descendants. D'un autre côté, c'est une espèce qui est envahissante et le but, surtout, de ce que j'ai cru comprendre, de s'autoféconder quand il n'y a vraiment pas d'autres partenaires à proximité. Typiquement, on peut imaginer que dans les ballastes, la première fois qu'il arrive en Méditerranée, donc probablement via ces ballastes, c'était
probablement pas 10 000 organismes qui étaient dans ces ballasts, c'est peut-être que très peu d'organismes qui avaient déjà survécu au voyage et qui ont pu arriver en Méditerranée. Et le fait d'être autofécond a peut-être permis à ces premiers organismes de produire un grand nombre d'individus qui ensuite ont pu se reproduire de manière sexuelle entre eux. Donc je ne pense pas que ce soit le mode de reproduction principal. Après, là encore, il faudrait pousser le sujet sur la reproduction du Mnéopsis. Il y a beaucoup d'articles qui sortent en Méditerranée, parce que c'est un sujet qui concerne particulièrement l'écologie des gélatines. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, voilà, c'est ça. Ça permet globalement de faciliter, parce qu'on a besoin d'un seul organisme qui va pouvoir s'autoféconder et produire un grand nombre d'autres organismes par la suite. Donc c'est particulièrement utile pour ça. Très bien. On va passer à notre dernière partie sur le zooplancton gélatineux. On va passer aux thaliacées. Alors, les thaliacées, ce sont des organismes uniquement pélagiques. Eux, ils n'ont absolument pas de forme benthique, en tout cas pas que je le sache, et qui sont donc gélatineux. Alors, c'est nos plus proches parents, en fait, parmi les gélatineux. Donc, ils sont plus proches de nous, vertébrés, que des cnidaires ou des cténaires qu'on avait vus avant. Pour être plus précis, c'est des urocordés. Donc, c'est le groupe le plus proche à côté des cordés que nous sommes. Enfin, non, que des vertébrés que nous sommes, pardon. Et ils présentent un certain nombre d'adaptations d'ailleurs qui sont relativement communes avec nous et qu'on va voir maintenant. Alors oui, d'ailleurs, pour comparer avec les cténophores, les cnidaires et les médusoaires qu'on a vus avant, ils ne piquent ni ne collent pas, ces organismes, ils n'ont pas de cellules type vraiment. En fait, c'est des filtreurs marins qui vont filtrer des grandes quantités d'eau et piéger généralement du phytoplancton ou des organismes de très petite taille, ça va être micro-organismes, grâce à une sorte de filet muqueux. On va voir dans le détail, toujours pareil, leur morphologie et le fonctionnement général de leur cycle de vie et de leur nutrition. Donc, concernant l'espèce qu'on va utiliser comme modèle, c'est l'espèce, la salpe commune, Thalia democratica, qui est une morphologie assez caractéristique des thaliacées, qui présente une sorte de forme de petit tonneau avec des parapodes de chaque côté qui sont une sorte d'extension. Et bon, pour faire simple, le schéma à droite détaille pas mal, on ne va pas trop aller dans le détail, mais on a une entrée d'eau d'un côté avec des particules, donc du phytoplancton ou d'autres micro-organismes, qui en fait passer à travers l'animal et l'eau va ressortir de l'autre côté, mais en étant passé à travers un filet muqueux qui va pouvoir piéger un certain nombre de ces particules. Le long de l'organisme, on a des bandes de muscles qui vont en fait permettre, en se contractant, de créer un mouvement. Et en fait, l'organisme, c'est une sorte de filtreur qui, en nageant, filtre l'eau et donc récupère des éléments essentiels à sa nutrition. Donc voilà, concernant sa nutrition, on va surtout avoir un exemple de à quoi ressemble un bloom de salpe, qui peut être parfois extrêmement important quand les conditions sont réunies. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un organisme qui, en nageant, crée un flux d'eau constant à l'intérieur de son corps et va pouvoir piéger des particules. Alors ici, en fait, on voit que quand les conditions peuvent être réunies, donc quand il va y avoir du phytoplancton en abondance, quand les températures de l'eau et d'autres paramètres, paramètres chimiques et physiques vont être réunis, ils vont pouvoir se développer extrêmement rapidement. Et à partir d'un seul organisme, on peut former une chaîne d'organismes qui va à son tour pouvoir se reproduire de manière sexuelle. Donc en fait, c'est des organismes pourtant qui sont parfaitement inoffensifs. Ce genre de plongées sont particulièrement intéressantes parce qu'au final, on risque absolument rien. Ils ne peuvent pas piquer, ils ne peuvent pas coller, ils ne font absolument rien. Mais le plus grand risque, c'est éventuellement, si on ne connaît pas, de paniquer en pensant que c'est des méduses et donc ça peut être dangereux. Mais c'est absolument pas le cas. Donc, on va passer rapidement sur leur cycle de vie. Alors, leur cycle de vie est très complexe, donc on va le faire de manière simplifiée. Encore une fois, là, pour détailler le cycle de vie et le fonctionnement de ces thaliacées, on pourrait en reparler pendant très longtemps et en faire même d'autres conférences. Donc, c'est des espèces holoplanctoniques, c'est-à-dire qu'ils font l'entièreté de leur cycle de vie dans le plancton. Il n'y a pas de stade fixé. On parle d'un individu solitaire, tout à droite, un oozoïde. Et cet oozoïde, en se reproduisant de manière asexuée, va former des blastozoïdes, qui, comme on voit, ont des morphologies relativement différentes. Et en fait, ça forme typiquement cette sorte de chaîne de salpes. Et cette chaîne d'individus va ensuite produire, quand elle est jeune, des ovules et quand elle est plus âgée, des spermatozoïdes. Donc en fait, c'est une sorte d'hermaphrodisme séquentiel colonial, c'est-à-dire que la jeune colonie va être femelle et la colonie plus âgée sera mâle. Les chaînes les plus jeunes sont donc fécondées par les chaînes les plus âgées qui produisent des spermatozoïdes. La fécondation est interne, et oui, étonnamment, la fécondation ne se fait pas dans l'eau, mais se fait bien au sein de la jeune chaîne femelle. Et ensuite, l'embryon qui va lui aussi se développer à l'intérieur d'un organisme, donc développé de manière interne, va ensuite être libéré sous la forme d'un juvénile qui va ensuite grandir pour former un oozoïde et ainsi reprendre le cycle. Pour donner un ordre d'idée, quand les conditions, en tout cas pour Thalia democratica, quand les conditions sont réunies, eh bien, cette espèce peut aller jusqu'à 2 générations par jour
dans le milieu. D'où en fait les blooms. C'est-à-dire qu'on parle de quelques organismes qui vont très vite se reproduire, faire la reproduction sexuée, et chaque juvénile pourra à son tour reformer une chaîne et refaire la reproduction sexuée. Et ça peut aller extrêmement vite au point d'avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'individus au mètre cube. Ces salpes ont d'ailleurs un rôle relativement important dans le piégeage du carbone. En effet, elles filtrent plutôt en surface donc, du phytoplancton et autres micro-organismes qui captent du carbone présent dans l'eau, du carbone atmosphérique. Et en étant consommées par ces salpes, elles vont donc, en excrétant par leurs fesses, elles vont pouvoir créer des boulettes fécales appartenant donc au trypton, comme on l'a vu, donc cette matière minérale morte en suspension dans l'eau. Et ce trypton va pouvoir, enfin ces boulettes fécales appartenant au trypton vont pouvoir couler en général dans les milieux benthiques, plus ou moins profonds, et retarder donc leur biodisponibilité dans la chaîne trophique. Typiquement, ça veut dire que quand on a une boulette fécale pleine de carbone qui va pouvoir atteindre le fond, ça va être très long pour qu'elle puisse remonter jusqu'à la surface en étant consommée, puis dégradée, puis et ainsi de suite. Et même parfois, il arrive que ces organismes coulent, alors selon les espèces, et aillent par exemple dans des zones aphotiques, c'est-à-dire des zones sans oxygène où leur dégradation va être très ralentie. Et donc en fait, c'est une bonne manière de stocker du carbone sous la forme d'organismes ou de boulettes fécales dans des zones où, avant qu'ils soient à nouveau disponibles, ça va prendre un certain nombre de temps. Alors d'ailleurs, il y a plein de... Cette figure est issue d'une publication, je pourrais vous redonner la source si vous voulez avoir plus d'informations, mais il y a pas mal d'articles sur le sujet. On va voir une seule espèce d'intérêt ici, le pyrosome géant, Pyrostrema spinosum, alors qui est une espèce qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres, mais qui peut mesurer quelques centimètres, comme on voit tout en bas à droite avant de grandir. Alors pyrosome, ça vient du grec qui signifie corps de feu, et en fait c'est parce que cet organisme est bioluminescent. Et ça fait d'ailleurs la joie des plongeurs dans les zones où il est présent, c'est-à-dire surtout l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que de nuit, quand on l'approche, en fait, simplement en l'effleurant, ça fait des vagues de lumière produites par tous les zooïdes qu'il compose. En effet, ce qu'on voit là, ce n'est pas une seule et même salpe, c'est plein de petits individus enchâssés, donc plein de zooïdes enchâssés dans une matrice gélatineuse et qui forment cette sorte de gros organismes de forme un peu tubulaire, avec une ouverture à l'entrée et une sorte de petite ouverture à la sortie qui va permettre, comme c'est le cas en fait chez les salpes, la circulation de l'eau, à la fois pour le déplacement et à la fois pour la filtration du phytoplancton. Et donc, pour se nourrir. On voit d'ailleurs que ça peut atteindre des tailles relativement importantes avec la photo du plongeur en haut à gauche. Attention cependant, si vous avez un jour la chance de les croiser, ce n'est pas dangereux du tout donc, pour nous, mais ça peut être fragile. Donc attention à ne pas détruire ces organismes en étant assez trop peu délicats. On a fini la partie sur les thalliacées et on va passer maintenant à la partie sur l'écologie des gélatineux. Donc avant ça, est-ce que des gens ont des questions sur la petite partie sur les thalliacées qu'on vient de faire? Question, j'ai pas compris, je pense que mon cerveau a bugué 30 secondes, sur le carbone, le captage de carbone. Est-ce que tu peux juste expliquer succinctement Oui, bien sûr. Le phytoplancton capte du carbone. Le phytoplancton est consommé par les salpes. Les salpes excrètent du carbone avec leur déjection. Ou tout simplement coule au fond avec ce carbone. Et donc, ce carbone est enfoui, c'est-à-dire dans les zones benthiques, où avant qu'il soit à nouveau présent dans le milieu, on va avoir un certain temps qui va s'écouler. En fait, ça va permettre du coup de stocker du carbone, comme ce qu'on veut faire aujourd'hui pour stocker du carbone, pour réduire la quantité de carbone atmosphérique, par exemple. C'est une forme de stockage de carbone, mais purement biologique. Est-ce que c'est plus clair? C'est très clair, merci. Donc, on va passer à l'écologie et aussi aux bénéfices qu'ont ces gélatineux. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à beaucoup les diaboliser, mais au final, ils rendent quand même un certain nombre de services. Donc avant ça, c'est vrai que de plus en plus, on entend parler dans les médias des gélatineux qui prolifèrent, on en voit de plus en plus. Et on peut s'intéresser, essayer de comprendre pourquoi en fait, ces gélatineux sont autant abondants. Et il y a plusieurs causes de leur prolifération. Alors, dans un contexte actuel de modification du climat et de perturbations diverses, justement, liées à l'homme, typiquement liées à l'anthropisation, donc que ce soit des côtes, que ce soit lié au commerce national, que ce soit la pêche, que ce soit la pollution dans le milieu marin, il y a différentes choses qui vont influencer sur le monde marin et en l'occurrence donc les gélatineux. Et on a donc certaines espèces qui vont devenir envahissantes quand il y a des perturbations dans les réseaux trophiques. Même si, encore une fois, pas de généralité. Là où certaines conditions vont être favorables pour des espèces de gélatineux, elles vont être parfaitement défavorables pour d'autres espèces. Donc, il faut faire un peu de cas par cas, mais là, c'est plus un point de vue général sur pourquoi est-ce que certaines, en tout cas, profitent de cette situation. Donc, tout d'abord, le changement climatique et le réchauffement en fait, climatique, qui est à l'origine d'un réchauffement de l'eau et qui est pour effet en fait, d'accélérer le métabolisme des gélatineux et donc d'augmenter la vitesse à laquelle ils se reproduisent. Ce qui fait qu'on a donc plus de gélatineux de ce côté-là. C'était en 1.
En deux, l'eutrophisation et l'enrichissement anormal en nutriments. Typiquement, quand on va donner des engrais, quand les sols vont être lessivés, on va avoir plein de nutriments, du phosphore, de l'azote, qui vont être présents dans le milieu marin et qui vont favoriser le développement du phytoplancton, qui sera à son tour consommé par le zooplancton et qui sera donc ensuite, le zooplancton, qui servira donc ensuite de proie aux gélatineux. Il y a aussi une limite due à la visibilité. Parce que les gélatineux, pour la plupart en tout cas, ne reposent pas leur mode de prédation sur la vue, alors que d'autres espèces de poissons ou de reptiles marins comme les tortues qui mangent des gélatineux, elles ont besoin de ça pour trouver leur proie, donc de potentiels gélatineux. Et quand on a un environnement qui est très turbide parce que beaucoup de phytoplancton ou parce que beaucoup de matière organique en suspension, à cause de l'eutrophisation, bah, ça va être plus dur de trouver des organismes gélatineux et donc ils seront moins prédatés dans ces environnements-là, sans pour autant que ça impacte leur efficacité à se nourrir. On a aussi la surpêche qui va décimer les prédateurs du phytoplancton, décimer les prédateurs des gélatineux. On pense par exemple aux gros poissons pélagiques comme le thon, aux reptiles marins et autres. Et donc, moins de prédateurs dit moins de risques d'être prédatés et donc dit plus de gélatineux. Au point qu'en fait, quand des écosystèmes sont trop perturbés et qu'il y a vraiment, par exemple, si des poissons de fourrage qui consomment normalement du zooplancton de petite taille vont être trop pêchés, en fait, certaines espèces de gélatineux vont pouvoir prendre la place de ces poissons de fourrage, comme les sardines, les anchois, et prendre vraiment leur place dans la niche écologique liée à la consommation de ce zooplancton de petite taille. C'est-à-dire que normalement, c'est bien régulé, les poissons sont en général plus nombreux et sont plus compétitifs pour consommer les gélatineux. Mais quand l'humain rentre en jeu, on va dire, et pêche trop le poisson, ou d'autres espèces, on va avoir parfois une surabondance des gélatineux à cause de ça. Il y a aussi un effet un peu pervers parce que quand on va faire décroître la population de poissons, les gélatineux augmentent en général en fréquence, et plus de gélatineux dit plus de gélatineux pour manger et consommer les œufs et les larves de poissons, ce qui limite aussi en fait la reconstitution des stocks. Du coup, un autre effet pervers de ça. Non, pardon, j'étais trop vite. La pollution plastique, excusez-moi, mauvaise manipulation. La pollution plastique qui permet deux choses. Tout d'abord, un camouflage face aux prédateurs. On voit souvent des tortues qui s'intoxiquent en consommant des sacs plastiques en pensant que c'est des méduses. Mais aussi un substrat pour les polypes de méduses qui ont un stade fixé, qui vont en fait permettre de plus facilement disperser leurs polypes dans un autre milieu. Les substrats artificiels aussi, les aménagements côtiers en général, qui offrent là aussi des substrats pour les polypes et qui même, selon certaines études, montrent que les polypes de certaines espèces de médusozoaires ont tendance à préférer les substrats artificiels offerts par l'homme, comme par exemple des substrats en plastique, plutôt que des substrats comme des rochers ou du sable. Donc là aussi, on leur offre plus de substrats pour se développer. La pollution chimique qui va aussi avoir une influence sur les espèces de poissons et donc diminuer aussi le nombre de prédateurs, mais avoir assez peu d'impact en général, encore une fois, certaines espèces sont sensibles à la pollution chimique, mais assez peu d'impact sur les gélatineux parce qu'ils ont des cycles de vie courts. Et typiquement, il y a des polluants qui vont avoir une influence 3, 4, 5 ou plusieurs années, en tout cas, après avoir été consommés par l'espèce en question. Et pour des gélatineux qui peuvent avoir des cycles inférieurs à 1 an, c'est sûr que c'est difficile de ressentir des effets. Et de la même manière, s'il y a des perturbateurs qui vont s'attaquer aux branchies pour des poissons ou au cerveau, chez les gélatineux, pour la plupart, on n'a pas de branchies et on n'a pas de système nerveux central qui pourrait potentiellement être touché. Donc là aussi, la pollution chimique, ce n'est pas ce qui leur fait, pour certains en tout cas, le plus de mal. Et enfin, on a des espèces introduites, surtout grâce au commerce international. On a vu ça avec le cas de Mnemopsis lady, qui a probablement été introduit grâce au ballast des navires. Et donc des espèces qui sont transportées sur tout le globe et qui peuvent potentiellement donc, atterrir dans des endroits où elles vont pouvoir se développer de manière assez exponentielle. Et donc là aussi, causer beaucoup de problèmes quand c'est le cas. Donc des espèces qui sont indigènes et qui deviennent envahissantes. Alors là aussi, pas de généralité, toutes les espèces envahissantes ne sont pas indigènes. Si le milieu change, une espèce qui était propre à ce milieu-là peut devenir envahissante. Et à l'inverse, les espèces indigènes ne deviennent pas envahissantes si les conditions ne sont pas favorables. L'espèce indigène, tout simplement, s'éteindre et ne pas devenir envahissante. Alors pour voir un petit cas justement particulier de prolifération anormale parfois de méduses, on va voir le cas de la méduse de Nomura ou Nemopilema nomurai, qui est une méduse qui peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre, donc l'ombrelle peut faire jusqu'à 2 mètres de diamètre, et qui est native des eaux chinoises. Alors depuis 2002, on a une explosion de sa population et elle devient en fait localement invasive. Et cette origine de prolifération, en fait, on la voit, on peut comprendre pourquoi, grâce à différents points qu'on vient d'évoquer. Donc, par exemple, le fait d'avoir un réchauffement de l'eau, donc métabolisme plus rapide, l'eutrophisation très importante sur les côtes chinoises, la surpêche, là aussi, très importante, on pêche beaucoup de poissons, donc moins de prédateurs, des déchets plastiques en abondance qui permettent d'avoir un substrat pour les polypes, de cette méduse qui a donc un stade polype, la pollution chimique, là aussi, qui réduit le nombre de prédateurs,
quand les bonnes conditions sont réunies, et donc quand la méduse quand les polypes peuvent produire beaucoup de méduses et qu'elles ont l'occasion de grandir correctement en tout cas, il peut y avoir entre 300 et 500 millions de méduses qui passent des eaux chinoises aux eaux japonaises en une seule journée. C'est absolument énorme. Et ça a des répercussions évidemment sur la pêche et sur l'industrie, parce qu'évidemment, chaque méduse étant autant de filets flottants qui va piéger poissons, larves, etc. Et ça peut aller, en fait, leur abondance peut être telle qu'on a des cas, en tout cas un cas localisé, de chaluts qui donc pêchent, tentent de pêcher des poissons, mais récupèrent parfois, souvent, et selon les saisons, beaucoup de méduses, au point qu'il est arrivé qu'un chalut coule, en fait, tout simplement parce que les méduses, comme on l'a vu, ont des structures qui permettent de repérer où est le haut, où est le bas. Et donc, elles nagent tout simplement vers le bas, parce qu'elles sont arrivées en surface, et elles nagent vers le bas, mais tout ensemble. Et il est arrivé qu'un chalut se fasse couler, tout simplement, entraîné par des méduses dans un filet. C'est quand même assez impressionnant. Et un effet un peu pervers de cette méduse, c'est que les autorités ont parfois tenté d'installer des filets pour trancher les méduses en morceaux pour éviter qu'elles puissent grandir assez pour se reproduire. En fait, c'est pas vraiment un problème parce que quand cette méduse est blessée, coupée en morceaux par exemple, sa dernière tâche avant de mourir, ça va être d'accélérer la maturation de ses gamètes. Et donc en fait, sa dernière action avant de mourir dans le milieu, ça va être de relâcher ses gamètes et donc ça sera pas un frein en fait pour une prochaine génération de larves, de polypes et donc de méduses à la fin. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il faut quand même garder en tête que ces gélatines ont des aspects bénéfiques. Et parmi ces aspects bénéfiques, on a, entre autres, le fait qu'ils soient consommés. Alors, dans beaucoup de pays d'Asie, jusqu'à 400 000 tonnes de méduses sont produites chaque année, soit par la pêcherie, soit par l'élevage, pour la consommation, donc surtout dans les pays asiatiques. Il y a aussi le tourisme avec les aquariums, des spots de plongée particulièrement connus pour les méduses qu'on y trouve, qui rapportent aussi un certain nombre de revenus pour les pays en question. Et aussi pour le domaine de la science, alors que ça va être la médecine, les cosmétiques, la science de manière générale. Et ici, j'ai pris un exemple avec la protéine GFP, qui est une protéine fluorescente qui est extraite de la méduse qu'on voit tout à gauche, Aecora victoria, et qui permet en fait de rendre fluorescents certains organismes. Et ça a donc plusieurs intérêts en biotechnologie ou en génétique de manière générale. Il y a aussi des aspects liés à l'écologie des organismes. Donc, on l'avait vu avec les salpes, mais aussi avec les méduses en général. L'enfouissement du carbone, quand une méduse va consommer du carbone en surface, en fait, ce carbone qui était capté en surface, quand la méduse va mourir, quand la salpe va mourir et couler au fond, en fait, ce carbone va être enfoui dans des zones où potentiellement il va être plus long à être dégradé, donc plus long à être remis en place dans le milieu. Et donc, ce qui permet une sorte de stockage, un enfouissement du carbone depuis la surface jusqu'au fond. Il y a aussi les pompes biologiques. On avait vu ça avec les migrations nictérémales. En fait, ils peuvent ramener, donc ces migrations peuvent permettre de ramener des éléments minéraux depuis le fond jusqu'à la surface pour faciliter le développement du phytoplancton et aussi donc la captation du carbone. Et aussi le développement du phytoplancton grâce au mucus, entre autres, qui qui serait en tout cas la source de près de 8% des apports en azote et des apports en azote du phytoplancton. Mais ces méduses sont aussi un support de vie, ces méduses et autres gélatineux en général, sont un support de vie pour beaucoup d'organismes. Sur l'image en haut à droite, on voit par exemple un support pour des petites espèces de poissons qui vont pouvoir s'abriter des plus gros prédateurs, donc des petits poissons juvéniles, en attendant de grandir, en se cachant près de méduses. Ou encore, un cas plus particulier, en servant de substrat à des organismes, alors ça va être des micro-organismes, ça va être des crustacés, etc. Et là, on est face à l'espèce Phronima sedentaria, qui est un crustacé qui va trouver une salpe, creuser en fait dans la salpe, donc la salpe est morte, mais garder ces sortes de barillet gélatineux pour y pondre ses œufs. Donc en fait, on voit une femelle avec ses œufs qui vit en fait grâce à cette salpe, qui se développe grâce à cette salpe. Donc maintenant qu'on a un peu couvert cette conférence est plus ou moins finie, mais on va finir avec un petit quiz pour vous faire participer un peu. Donc je vous présente des photos d'organismes et vous allez essayer de trouver alors de quel groupe, grande famille éventuellement d'organismes il s'agit ou éventuellement de l'espèce. On va en discuter de toute façon. Mais donc, si vous avez quelques compétences naturalistes, c'est le moment de les montrer. Donc, premier organisme, un organisme qui mesure autour de 7 cm et qu'on trouve de manière généralement cosmopolite, mais qui est relativement rare. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Je vois dans le chat. Converser. Une salpe. Alors, c'est une idée par rapport à la forme. Serait-ce un siphonophore? C'est tout à fait un siphonophore. Donc, ce n'était pas une salpe. En fait, on reconnaît le fait que ce soit un siphonophore parce qu'on a donc ces sortes de cloches natatoires qui sont très caractéristiques. On a aussi cette petite ampoule là, qui contient du gaz qui va faciliter la flottaison. Et on a aussi ces sortes de tentacules là qui sont plus ou moins visibles. C'est même une sorte de jupe de tentacules urticulaires. D'ailleurs, ce siphonophore, on appelle le physophore vainé. Vainé parce que la jupe, voilà, c'est beaucoup d'imagination dans la nomination d'espèces. Donc, c'est un siphonophore de relativement petite taille, et donc c'est bien un cnidaire.
Et d'ailleurs, petite information à ce sujet, une sorte de tentacule relativement petite avec des sortes de petits boutons dessus. Il faudrait voir de plus proche, mais c'est sortes de petits points dessus. Ce serait, selon ce que j'ai pu lire en tout cas, de potentiels leurres, en fait, en faisant croire à une espèce qu'il s'agit de zooplancton. En fait, pas du tout. C'est simplement pour la prédater. Et du coup, là, on voit très bien le fonctionnement des cloches natatoires qui permettent à l'organisme de se mouvoir. C'est une deuxième espèce. Alors, celle-là, c'est pas la plus simple. C'est pas la plus simple. Les tranchefères gélatineuses, alors qu'on peut trouver en Méditerranée d'ailleurs, et qui sont Méditerranée, même aussi, je crois, sur la façade atlantique. Alors là, c'est plus avis aux naturalistes, naturalistes du monde marin. C'est pas forcément la plus évidente à trouver. Est-ce que vous avez des idées? Je regarde dans les commentaires. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pompe de calamar. Excellent. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ce sont des pompes de calamar. Alors, c'est donc un œuf. J'ai fait une erreur dans le diaporama. C'est pas vraiment un œuf de calamar. En fait, c'est plutôt dans des pompes de calamar. Donc, un ensemble d'œufs de calamar qui se gonflent en fait quand ils arrivent dans le milieu marin. Ils se gonflent par entrée d'eau salée, vraisemblablement de l'espèce Ilex coenditi. Mais il y a encore beaucoup de recherches à ce sujet. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, il y a le lien ici, le forum de Doris qui répertorie un certain nombre d'observations de ces œufs et potentiellement de faire aussi comment ça s'appelle, excusez-moi, de prélever une partie de ces structures pour essayer d'identifier justement de quelle espèce il s'agit. Donc il y a beaucoup de spécialistes là-bas qui seront plus à même que moi de détailler un peu le fonctionnement de ces œufs. C'est des gélatineux particulièrement intéressants. On change encore une fois d'espèce. Alors là, faites attention aussi à l'échelle, hein. Parfois c'est pas forcément évident, donc c'est un organisme de très petite taille, on est sur 5-7 cm maximum. Très bien. Alors, si pas d'idée, alors c'est pas une sape, parce qu'on n'a pas cette forme de tonneau, donc c'est pas un cténophore. Ça aurait pu, on voit un peu ces tentacules, mais c'est pas non plus un cténophore parce qu'on n'a pas vraiment ces cils iridescents. Donc en fait, c'est la troisième catégorie d'organismes qu'on a vu. C'est un médusozoaire, c'est plus particulièrement un siphonophore. Un siphonophore à l'allure très particulière, un peu en forme de prisme imbriqué entre eux. Donc c'est encore une fois une colonie d'organismes avec un stolon en son centre et avec des tentacules qu'on voit là un peu à la base de l'organisme et qui lui servent donc à pêcher. Alors c'est un organisme qui est bioluminescent, qui est particulièrement fragile. On parlait tout à l'heure dans l'écologie que tous les organismes gélatineux n'étaient pas tous des envahissants nocifs et dangereux, etc. Donc là, c'est un organisme qui est même fragile au point que même pour l'échantillonnage, il peut se briser contre un simple filet, peut s'effriter contre un simple filet. Donc des organismes parfois très sensibles, contrairement à l'idée reçue. Donc un siphonophore, voilà, une colonie d'organismes. Encore une fois, alors lui, je crois que c'est un des plus durs. Donc là encore, ça, c'est plutôt s'il y a des naturalistes confirmés du milieu marin, mais ça reste un organisme gélatineux comme les autres, mais qui est assez peu connu. Échinoderme. Exactement. Et ben, c'est exactement ça. C'est un échinoderme. Et plus particulièrement, c'est un holothurie, donc un concombre de mer pélagique. C'est l'espèce Pelagothuria natatrix. Et donc, c'est un cas très particulier. Alors, on en croise relativement souvent sur le bord de mer, vous en avez peut-être vu, mais c'est souvent des organismes qui sont benthiques, donc qui vivent sur le fond. Et, il y a un cas, en tout cas, deux au total, je crois, mais en tout cas, il arrive qui est donc, encore une fois, une convergence évolutive vers un mode de vie gélatineux et un mode de vie surtout pélagique. Et on a donc cet organisme qui va présenter un certain nombre d'adaptations. Je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit, mais voilà, corps translucide, il y a des sortes de tentacules unis par une sorte de voile et qui lui permet, une sorte d'ombrelle en fait, qui lui permet aussi de se mouvoir comme ce qu'on a chez les cnidaires et chez les méduses. On change une autre fois d'espèce. Alors celle-là, c'est pas forcément la plus dure. Si vous allez vous balader parfois sur le bord de mer, même par ici, c'est plutôt un flot de région tropicale, mais on peut en trouver un peu plus haut parfois. Et puis ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu plus haut. Alors, vélèle. Alors, c'est pas une vélèle, mais ça y ressemble. C'est pas une vélèle. C'est pas une vélèle parce qu'il n'y a pas cette sorte de petite voile qui est au-dessus. Mais c'est quasiment pareil. On est donc sur un organisme pleustonique. Ça s'appelle une porpite. Porpita porpita. Alors souvent, en fait, quand on pense à des organismes pleustoniques, on pense à donc les vélèles, qui ont ces sortes de voiles très caractéristiques. On pense à la physalis, la galère portugaise, caractéristique par cette sorte de poche de gaz avec cette voile. Mais en fait, les porpites, elles aussi, sont des organismes pleustoniques. Et donc, encore une fois, des siphonophores, c'est colonial, en fait, parce qu'on a du mal à voir, mais c'est un organisme qui vit en colonie et qui a d'ailleurs une manière de se reproduire assez particulière. En effet, il y a des sortes de petits polypes sous cette colonie. Donc là, en fait, on voit la face qui est vers l'extérieur et en fait, avec ses tentacules en dessous, il pêche. Et on a des polypes qui sont présents sous la colonie. Et ces polypes vont, pendant la période de reproduction, libérer des méduses qui elles-mêmes vont libérer des gamètes qui, à leur tour, vont former une larve qui va se développer en porpite.
Donc, c'est un peu un fonctionnement particulier de la reproduction. De toute façon, en général, les siphonophores ont des systèmes de reproduction assez particuliers. Encore une espèce, avec cette fois un organisme, alors, plutôt qui vit dans les zones profondes. Et alors, pour être plus précis, en fait, l'organisme en question, cette sorte de partie qu'on voit au centre, et en fait, ce qu'on voit autour de cet organisme, c'est une sorte de cocon muqueux couvert de tryptons, donc de matière organique. Alors là, c'est légèrement jaunâtre. Un appendiculaire, exactement. C'est parfaitement ça. C'est un appendiculaire. Un Larvaceae aussi. On appelle ça aussi comme ça. Le Bathochordeus. Alors, Bathochordeus sp, il y a plusieurs espèces. Et c'est exactement ça. Donc, en fait, je vous avais dit tout à l'heure que dans les urochordés, on avait d'un côté les Thalliacées, donc les salpes. On a aussi les Acidiae, donc les acidies, qui sont un ordre strictement benthique. Et on a aussi les Larvaceae ou appendiculaires, qui ont cette particularité de former des sortes de gros cocons muqueux pour se nourrir, qui ont aussi cette sorte de... Alors, on voit typiquement une sorte d'animal qui est à l'état larvaire et qui peut vivre de manière assez longtemps à l'état larvaire, et qui a aussi des particularités d'avoir les rudiments. Attendez, ça converse encore. Partie centrale de l'organisme précédent correspondait à quoi? Elle ne semblait pas gélatineuse. La partie centrale, en fait, est-ce qu'on voit là la partie centrale? Et si, c'est bel et bien gélatineux. Alors, c'est aussi proche des salpes. Donc, on a des structures communes. On a ce qu'on appelle une notochorde, qui est une sorte de précurseur de la colonne vertébrale. Après, c'est des détails liés au fonctionnement des métazoaires, pas rentrer dedans. Mais c'est normalement bel et bien gélatineux. Et le cocon, surtout muqueux qu'il produit, est bien gélatineux et joue aussi un rôle dans l'enfouissement du carbone, parce qu'en fait, il va piéger plein de particules du trypton dont il va se nourrir. Et une fois que ce cocon sera trop vieux, entre guillemets, il va s'en débarrasser. Et ce cocon va pouvoir couler au fond pour nourrir la faune benthique. Donc, bravo. Donc, c'est relativement proche des salpes, et encore une fois, relativement proche de nous, vertébrés. Un autre organisme, cette fois, pas non plus très évident, mais relativement abondant. C'est pas une ceinture de Vénus? C'est exactement ça. C'est une ceinture de Vénus. Donc, c'est un cténophore. Et on le voit très bien sur cette vidéo. C'est ça que je ne l'ai pas mis tout au début, ça aurait été trop facile. On voit en fait les rangées de peignes vibratiles qui réfléchissent la lumière. Et donc, comme les autres cténophores, on a un organisme qui a des tentacules couverts de coloblastes, mais qui sont en fait présents autour de sa bouche et qui sont relativement réduits. Donc voilà, là on voit la bouche de l'organisme qui est au centre en fait de l'organisme, et de chaque côté on a des petits tentacules couverts de coloblastes. Et la particularité aussi, cette ceinture de Vénus, particulièrement belle sur cette vidéo, de pouvoir nager en ondulant, comme peuvent le faire en fait certains autres organismes marins. Et c'est surtout une nage qu'ils utilisent pour fuir en général les prédateurs. Je vais me permettre d'accélérer un peu la vidéo, je crois. Mais si c'est très joli, voilà. On voit un peu cette nage ondulatoire qu'elle peut faire. Et donc, c'est bien le cténophore, en fait, quand on voit cette forme typique du cténophore qu'on imagine un peu comme une noix, mais en fait, ça peut aussi avoir des formes très particulières comme celle-là. C'est dans les derniers, on a une dizaine d'organismes. Alors, celui-là aussi, pas des plus simples. Là, il faut s'imaginer un peu comme un inspecteur ou un scientifique qui découvre une espèce vivant dans les profondeurs. Donc, on est sur un organisme qui vit dans des zones abyssales, et on le voit simplement parce que le rover éclaire cette zone, qui fait autour de 60 cm, mais comme vous voyez, l'organisme lui-même n'est pas... comment on pourrait dire ça? A une forme relativement particulière et très changeante. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit? Alors, c'est un médusosaure, c'est une méduse. Alors là, on la voit sans ce côté totalement déformé de la vidéo précédente, mais c'est la même espèce, Dipstaria enigmatica, qui porte bien son nom en fait de méduse énigmatique. Dipstaria, on peut probablement dire qu'elle vit profondément énigmatique, donc, et qui est une méduse abyssale, qui a une forme très particulière, une morphologie particulière, qui est assez peu observée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc les bras buccaux et les tentacules qui sont perdus sur le bras domoral. On a donc des bras buccaux là au centre de l'animal et une sorte d'ombrelle absolument gigantesque qui englobe tout ça et qui peut donc, en fonction des courants ou des mouvements d'eau, complètement être déformé, ce qui donne cet effet en fait de voile un peu sans aucune forme. Alors, il y a des informations sur cet organisme sont difficiles à trouver. Donc, alors vraisemblablement, il y aurait 2 espèces. Donc, je vous invite à vous renseigner si le sujet vous intéresse. On pourra en discuter aussi à la fin. On a quasiment fini. Alors, celui-là aussi, pas le plus compliqué. Est-ce que vous avez une idée de ce dont il s'agit? Donc, un organisme d'une dizaine de centimètres. Les 2 photos, normalement, sont relativement explicites. Dans le chat. Une salpe, exactement, c'est ça. C'est une thalliacée, c'est une salpe. C'est pas plus piégeux que ça. Alors, c'est une salpe, et plus particulièrement, c'est Cyclosalpa bakeri, c'est-à-dire une salpe qui a la particularité, non pas de faire des chaînes comme on a vu précédemment, mais avec des chaînes d'une forme particulière, qui ont une forme circulaire.
Et en fait, elles sont agrégées donc et elles partagent une sorte de point central, une sorte de symétrie radiaire. Bon, la vidéo n'est pas forcément la meilleure pour voir ça, mais il y a plein d'illustrations si vous voulez voir. Et en fait, du coup, au lieu d'être reliées, collées les unes aux autres, elles forment une sorte de cercle, cercle qui peut aussi être collé du coup avec plusieurs autres colonies. Et on a donc un passage d'eau au centre et elles nagent tout en cœur de cette manière, donc des cyclosalpes, on appelle ça. Et enfin, le dernier, de très belles images, mais bon, pas forcément des plus simples, quoique, ça dépend. En vrai, c'est un mollusque. Alors, c'est un mollusque, exactement. On avait un petit indice par rapport à l'arbre phylogénétique du début où j'avais mis une petite étoile dans la catégorie des mollusques. C'est bien un mollusque et c'est une sorte du coup de gastéropode pélagique et gélatineux. Ouais, l'ange de mer, bah, c'est exactement ça. Très bien, c'est même l'espèce nickel. Donc, c'est un organisme qui a des sortes de parapodes, ces sortes d'ailes sur le côté de l'animal qui lui permettent de nager. C'est donc un gastéropode qui a perdu sa coquille, tout simplement. En fait, c'est même plus simple, c'est même plus compliqué que ça, mais il développe la coquille quand il grandit et quand il a atteint une certaine taille, il relâche tout simplement sa coquille et continue sous cette forme de vie gélatineuse. Donc, l'ange de mer, Clione, Limacina, qui donne des images absolument magnifiques. On va conclure rapidement et après on pourra passer aux questions. Donc pour conclure sur cette conférence, on a vu donc les organismes planctoniques sont présents depuis la nuit des temps. Ils ont d'ailleurs été à l'origine de grands changements qui ont permis la diversité qu'on connaît actuellement. Ils sont dans quasiment tous les écosystèmes aquatiques, depuis la surface jusqu'aux profondeurs. Certains ont acquis des tissus gélatineux, on en voit sur cette illustration, et acquis des tissus gélatineux de manière parfaitement séparée entre eux, ce qui montre une sorte d'efficacité de ces tissus gélatineux pour vivre dans un environnement aquatique, dans un environnement marin, pour faciliter la flottaison, pour se camoufler, etc. Ils ont une diversité qui est encore sous-estimée parce que longtemps mis de côté par la science, parce que souvent, ce qui était important quand on allait faire des expéditions scientifiques, c'était ce qu'on trouvait comme poisson, ça avait une valeur marchande, alors que les gélatineux, ça c'est pas comestible, ça pique, c'est pas fantastique. Donc, ils ont été longtemps négligés. Aujourd'hui, on fait beaucoup de découvertes et surtout, ils prennent de plus en plus d'importance par rapport à leur écologie et le fait que les actions de l'humain sur l'environnement rendent leur développement particulièrement important. Face aux perturbations donc, dans ces milieux aquatiques, l'écologie de ces gélatineux est grandement perturbée et il faut, je pense, encore une fois, beaucoup d'études pour mieux comprendre et se préparer en fait, aux changements qui arrivent avec ces gélatineux qui se développent de plus en plus. Ils ont été trop souvent diabolisés et là aussi, il faut garder en tête que ces gélatineux rendent un grand nombre de services écosystémiques, que ce soit écologique, économique, etc. Eh bien, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette conférence vous aura plu. Et juste avant, je vais faire un tout petit peu, juste une seconde de remerciement pour remercier le CA du GNOM et le pôle aquatique du GNOM qui m'ont beaucoup aidé pour la relecture ou autre, et Valentina Leoni, qui est une doctorante à Marbella qui travaille sur la rhizostoma pulmo, qui est au centre de cette image, et qui m'a aussi aidé beaucoup pour la relecture, et avec qui j'ai beaucoup pu échanger. Donc, merci à vous, et merci à tous les autres qui ont pu aider. Voilà. Et je vois les commentaires d'autres conférences. Alors, éventuellement, une conférence sur le peloton. C'est un sujet qu'on a survolé rapidement avec les 3 espèces, donc Vélèle, Physalis et Porpite. Mais il y a encore d'autres espèces pelotoniques intéressantes. Et puis, c'est des organismes intéressants parce qu'à l'interface entre l'eau et le milieu aérien est donc soumis en fait aux perturbations de ces milieux, donc de ces deux milieux-là. Donc peut-être une future conférence là-dessus. Je précise d'ailleurs, si vous voulez avoir l'essentiel des informations des sources que j'ai de cette conférence, je les ai sorties de ce livre, Méduses et autres organismes gélatineux, aux éditions Ulmer. Alors il est en français, je vous le recommande grandement. Très intéressant, pareil, et qui va beaucoup plus dans le détail que ce que j'ai pu faire là. Je pourrais, oui, envoyer le diapo, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas surtout à m'envoyer un mail si vous voulez le diapo, et surtout si vous voulez le détail des sources. J'ai beaucoup d'autres sources bibliographiques, je ne peux pas tout montrer ici, d'articles divers et variés. Donc si vous voulez avoir des sources, si vous voulez voir le diaporama, si vous voulez voir le texte que j'ai utilisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il y a mon mail juste ici universitaire, donc n'hésitez pas. On a vu des évolutions, les colonies de Thalia ou Salpes sont-elles des prémices des tissus des organismes apparus plus tard? Alors, je ne pense pas, sachant que normalement, il n'y a pas de différenciation tissulaire entre les salpes. Est-ce que c'est vraiment une prémisse? C'est une question intéressante. Je ne pense pas, c'est plus une sorte de reproduction asexuée. Ça serait peut-être le cas si au sein de la même colonie de salpes, on avait des organismes qui vont développer certains tissus et d'autres tissus, et que du coup, de manière coloniale, ils couvraient plus de capacités en ayant plus de tissus. Avec des spécialisations. Mais vu que c'est, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, pas le cas, je ne pense pas vraiment qu'on puisse parler de prémices. Mais peut-être qu'il y a des articles qui couvrent mieux le sujet que ça. Je vais répondre à la question. Très bien. Bon, si c'est clair pour tout le monde, ouais, je pense qu'on va pouvoir plus ou moins s'arrêter là.
De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y a mon mail ici. Si vous voulez rediscuter de tout ça, n'hésitez pas à me contacter pour les sources, pour les diaporamas, pour quoi que ce soit. Si on peut en rediscuter, il n'y a aucun problème. Et bien, sur ces bonnes paroles, on va te remercier, Ruben. Et puis, Pour votre attention, surtout, c'était super. à la prochaine conférence. Ouais, exactement, à la prochaine. Avec un diapo aussi magnifique. Merci à tout le monde d'être resté. Donc, vous aurez le replay pour tout revoir. Donc, d'ici quelques jours, ce sera posté sur YouTube. Je mettrai le lien sur l'événement Facebook. Comme ça, vous pourrez avoir directement la notification. Et puis, n'hésitez pas à contacter Ruben pour d'autres détails. Très bonne soirée à tous. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.